Cet épisode vous est présenté par Valentine, l'original. Au hockey, ça prend un bon trio pour gagner. Et chez Valentine, c'est pareil. Oui, steamé, frites fraîches et poutine dominent le jeu depuis 1979. Une chaîne d'ici qui connaît ses classiques. Pour ton prochain trio gagnant, passe les voir. Les amis, juste avant de commencer, je vais vous donner un chiffre. Le chiffre 4, ça c'est le nombre de prix auquel le spectacle Super Normal de David Bocage est nommé au prochain Gala des Oliviers. Oui, meilleur spectacle d'humour de l'année, meilleur texte spectacle d'humour, également la mise en scène à Pierre-Yves Desmarais et la conception visuelle. Ouais, mais David, au total, aux Oliviers, tu as 6 nominations. Oui, c'est pour ça que je parle. Il y en a d'autres aussi pour aller au show, comme le texte Capsule Web, par exemple, de Denis le Swiftie, et 7 si on compte ma participation à l'écriture du numéro d'ouverture de la disque. Mais ça, c'est, je veux dire, pourquoi est-ce que je parlerais de ça? C'est comme, OK, wow, c'est big deal. Tout ça pour dire, dépêchez-vous les amis, il ne reste que quelques dates à la tournée. C'est votre réelle dernière chance. Drummondville, la TUC Drummondville, Vanier, le quartier de Québec et le Club Soda Montréal sont les dernières dates. 7 avril à Vanier et 8 avril, Club Soda. Captation, venez immortaliser votre rire avec nous. Tous les billets, dépêchez-vous, sont au davidbocage.com. Oh, c'est un plaisir, les amis, de vous retrouver. La saison tire presque à sa fin. On est à peut-être l'avant-dernier épisode de la 10e saison, mais inquiétez-vous pas, on a des bonnes nouvelles. On travaille sur des choses qui s'en viennent. Célébrer les 10 ans, c'est comment que c'est? Je suis content de varier les invités, j'aime ça. Et l'invité d'aujourd'hui, c'est un honneur de le recevoir, comme ça l'est pour tous les invités, mais M. Charles Binamé, c'est pas rien. Si vous ne le connaissez pas, c'est un cinéaste québécois qui est très, très... je veux dire, mon Dieu, non seulement réputé, mais qui a un CV qui parle de soi. On parle du réalisateur derrière des films comme Eldorado, Séraphin, Un homme et son péché, avec un certain Pierre Lebeau qui est passé au podcast, qui a longtemps été, si je ne me trompe pas, le plus gros box-office de l'histoire du cinéma québécois pendant longtemps. Également, il a réalisé un film, et c'est l'une des raisons qui nous a poussé à l'inviter. Il a réalisé Maurice Richard, oui, le film avec Roy Dupuis, qui a célébré l'année passée ses 20 ans. Déjà plus de 20 ans. On parle de 2005 pour la sortie de ce film culte. Charles Binamé a une carrière extraordinaire qui a commencé à l'ONF. On va parler un petit peu de tout ça. On saute du coq à l'âne, mais vraiment, on va parler de Maurice Richard, comment il a approché ce film-là. C'est quand même, on s'entend qu'un mythe, la préparation, les anecdotes de tournage. Bref, il est extrêmement généreux. Merci énormément à Charles Binamé. Je l'ai rencontré très récemment. C'est un épisode que j'ai enregistré tout récemment, le 25 février 2026. Merci à Charles de s'être déplacé, en plus dans une tempête de neige. Je l'apprécie énormément. Donc, je vous laisse au bon soin de notre invité. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a une carrière fabuleuse derrière lui. Mesdames et messieurs, voici Charles Binamé. Drette sur le tape. Avec David Bocage. C'est ton premier podcast? Oui, tout à fait. Yes! Number one. Comme quoi, il y a une première pour tous. Juste avant, on parle. Numéro 1 du chandail du Canadien. Ah oui, Jacques Plante. Jacques Plante. Tu connais ton histoire? Ah, écoute, trop. Trop. Un peu geek. Mais c'est le fun parce qu'on parlait juste avant qu'on commence de caméra. Oui. Puis de l'évolution des caméras. Tout a commencé à l'ONF, début des années 70, avec des caméras sur film, puis là, tu étais dans ton premier podcast. Est-ce que tu vois le spectre de... Je vois le spectre. Bien qu'à l'ONF, à ce moment-là, il y avait une espèce d'effervescence parce que les caméras portables étaient arrivées. Les premières Harry de Michel Brault a fait carrière là-dessus, les voitures d'eau et compagnie. Là. C'était comme... Les gens sortaient, puis arrivaient également les porte-à-pacs. C'est quoi les porte-à-pacs? Les porte-à-pacs, c'est comme la première caméra vidéo avec un tape. Et donc, les cinéastes étaient fous, ils faisaient leur recherche avec ça, ils avaient une réponse instantanée, ils n'étaient pas obligés de faire développer. C'est le début du vidéo, popularisé. Parce qu'avant ça, on était en studio, on pouvait être sur des 2 pouces et 1 pouce, mais là, c'est du 3/4, je me souviens, ou du demi même. Qu'on pouvait sortir du studio. Qu'on pouvait sortir, oui, c'est des petites caméras super légères. Puis on sortait ça du studio, les gens faisaient des films de famille. Des films de cul, probablement aussi. C'était aussi l'époque, les années 70. Okay. Non, mais les cinéastes s'amusaient, découvraient. C'était surtout le
le moment, l'époque du film social dans lequel l'ONF était complètement investi. OK. Donc, tout un cinéma de Maurice Bibulian, Yves Dion, etc., qui sortent et qui font du film dans les rues. OK. Parce que la caméra est plus légère. Donc, ils font leur recherche avec cette caméra-là, le porte-à-pack. Parce que tu as nommé Michel Brault, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est un monument là, un peu au Québec. C'est un des premiers grands... C'est le grand cinéaste de l'humanité québécoise à ce moment-là, qui signe des films dans le bas du fleuve sur les pêcheurs, les gens d'Amanoine, etc. Les gens d'Amanoine, c'est peut-être plus Arthur Lamotte, mais ils sont plusieurs à ce moment-là qui se lancent dans un répertoire, si tu veux, du Québec populaire et du Québec travaillant et du Québec rural. Ouais. Et il y en a d'autres qui s'appliquent à trouver des résonances dans le Québec du quotidien ouvrier, des quartiers défavorisés, toute la lutte sociale aussi qui se dessine à ce moment-là, enfin qui se concrétise, mais qui a plus de droit de cité peut-être, ou de droit de parole grâce à ces cinéastes-là qui font des films sociaux. Ouais. Donc moi j'arrive à ce moment-là vraiment un peu comme on arrive maintenant à cette révolution-là, qui est celle du cinéma, en fait, que les Français avaient développé un peu comme le cinéma vérité. Ouais. Mais c'est un cinéma vérité qui s'applique à une résonance sociale, à une résonance artistique aussi, parce qu'on fait... moi, j'ai fait une série à ce moment-là avec Jacques Giraldo sur les artistes, avec une petite caméra vidéo, en fait, avec un peu d'éclairage comme ici, puis on shoot. Puis on a fait une série de 11 heures sur 11 artistes. Parce que c'était l'époque où on détruisait Montréal. Le maire Drapeau donnait du pic sur la rue Sherbrooke. OK. Et donc, il y a des grosses manifestations à ce moment-là qui ont été couvertes par ces cinéastes-là, etc., qui cherchaient à rendre compte des mutations sociales et des mutations architecturales graves qui se passaient à ce moment-là à Montréal. Donc, c'est un outil qui est sorti, qui était là. Un peu comparable au Sony 4K que tu as ici. Mais même un peu plus lourd, mais quand même très maniable par rapport aux grosses caméras de studio qu'on avait, les Panasonic, les gros machins là, énormes, qui demandaient aussi beaucoup de lumière parce que les pellicules n'étaient pas très sensibles. Ça a beaucoup changé, l'ONF, entre il y a 50 ans puis aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'était comme un peu le bastion. Là, c'est là que Denis Arcand, que plusieurs ont commencé. Ça représentait quelque chose. Est-ce que c'est quoi ton regard un petit peu? Est-ce que c'est nostalgique sur l'époque où l'ONF... moi, je suis pas nostalgique parce que c'est pas de mon tempérament. Je vois les époques passées, je vois les mutations. Ouais. Je m'adapte. J'ai une Sony F30 là, pour l'instant. Je tourne un documentaire à la main, comme ça, avec un peu d'éclairage. Puis un peu comme j'ai fait mon film sur Gilles Carle, puis sur Pierre Gauvreau. Je me cantonne pas dans une espèce de pensée du regret ou de la nostalgie. J'ai tendance à dire, bon, on s'adapte, on change de technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça donne beaucoup plus de mobilité. Mais pour ce qui est de l'ONF de cette époque-là, c'est une époque extraordinaire. C'est une époque... Moi, je suis arrivé de l'Université du Québec, j'étais en communication. J'ai fait 1 an, puis je m'ennuyais à mourir. Puis à cause des travaux que je faisais, il y a un prof qui m'a dit, ben là, t'es pas pour rester ici. Il faut que je connais un gars à l'ONF. Puis j'ai eu une rencontre avec un producteur à l'ONF qui m'a engagé sur le champ. Donc j'avais 22 ans, puis je suis rentré à l'ONF. Pour faire quoi? Pour m'occuper justement des porte-à-pack que je prêtais aux cinéastes. Puis là, de fil en aiguille, je suis devenu assistant réalisateur. Qui est une affaire qui est impensable aujourd'hui, de devenir assistant réalisateur en 3 mois. 15 minutes, oui, c'est ça. En 15 minutes. Puis de là, j'ai accompagné Jacques Giraldo à travers le Canada sur cette série-là. J'ai suivi plusieurs cinéastes. J'ai vu cette époque où l'ONF était absolument fabuleux. C'était des salles des couloirs entiers de bins de pellicules 35 et 16 mm. Le laboratoire tournait à fond. Les gens revenaient de leur tournage avec la fièvre de mettre ça sur des tables de montage. C'est l'époque de Werner Arnold, le grand monteur, et de Yves Dion aussi. Donc, c'est une époque très effervescente. Ça, c'est le fun. C'était vraiment... on voudrait revivre ça en quelque part, mais je pense que ça se vit dans certains créneaux, dans certains réseaux aussi. Il y a des lieux. Mon directeur photo, d'ailleurs, Pierre Gill, a fait un séjour dans une espèce de... pas de commune, mais l'équivalent
un groupe de vidéastes qui se lançaient, qui faisaient de la vidéo. Donc, je pense que ça existe encore, mais peut-être en plus petit groupuscule, tandis qu'à l'ONF, il y avait des moyens, il y avait une infrastructure, il y avait des producteurs, il y avait des réalisateurs, il y avait bon nombre de réalisateurs qu'on a connus dans le privé après, Gilles Carle, Jean Baudin, etc. Jean Baudin a fait Les Filles de Caleb. Qui a fait Les Filles de Caleb, oui. Qui a fait quelques magnifiques films comme Cordélia. Mais le cinéma se passait à l'ONF à ce moment-là. Il y avait un petit cinéma de marge dans le privé, mais... et puis ces cinéastes-là à un moment donné, ont débarqué dans le privé, Gilles Carle en tête, et a fondé la compagnie Carle Lamy et s'est mis à faire du long-métrage privé à ce moment-là, alors qu'il avait fait... je pense que L'Âge de la machine a été fait à l'ONF, oui. Si je ne me trompe pas, c'est un de ses premiers longs-métrages. Okay. Mais il avait commencé là, donc il y a eu beaucoup de place de fête pour ces cinéastes-là qui étaient comme la génération qui me précédait. Ouais. Et c'est pour ça, je fais une parenthèse, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps d'arriver en fiction. Parce que j'ai dû attendre que tous ces cinéastes-là intègrent le privé. Pendant ce temps-là, je faisais de la pub, je continuais d'apprendre mon métier. Je m'en suis pas plaint, mais je suis arrivé à la fiction à 40 ans. OK. C'est ça. Ben, la fiction moi, plus jeune, je regardais... je ne savais pas que c'était toi qui avais fait ça. Là. Je l'ai réalisé récemment. C'est quand j'ai fait mes recherches que Marguerite Volant, qui était une série d'époque qui avait été très célébrée à l'époque, que tu as fait, entre autres, Eldorado, qui était ton premier long, si je me trompe pas. Deuxième. C'est lui qui t'a un peu fait connaître d'un certain grand public. Et s'il y en a qui se demandent, mon Dieu, mais j'ai pas encore entendu de lien avec le hockey, c'est parce que c'est toi qui as réalisé Maurice Richard, dont l'année dernière, on célébrait les 20 ans de la sortie. Ça a passé... ça fait plusieurs personnes à qui j'ai dit « Ouais, Maurice Richard, ça fait 20 ans. » Puis tout le monde me dit « Non, je pense pas, non. » J'ai dit « 2005. » Ah, shit. Déjà 21 ans. Maurice Richard, quand je te dis Maurice Richard, le personnage, le symbole, tout ça, même avant que tu réalises un film sur la personne, le symbole, qu'est-ce que ça t'évoquait, toi, Maurice Richard? Je pense que ça m'évoquait surtout, évidemment, la passion du hockey. Sa rage, on peut parler d'une rage. Là. C'est un joueur qui portait quelque chose qui portait un fourneau. Il y a eu un très beau film qui a été fait par... comment s'appelle-t-il? Qui s'appelle Maurice, d'ailleurs. Serge Guerre. Serge Guerre. Ouais. Il est venu au podcast l'année passée. Ah, merveilleux. C'est un gars formidable qui a fait un magnifique film sur plusieurs années sur Maurice Richard. Et j'ai connu Maurice Richard un peu par la coulisse de Maurice Richard. Plusieurs choses que j'avais notées dans les bios que j'avais vus ou dans ce que j'avais lu sur lui. Mais ce que ça évoquait pour moi, au point de départ, c'était surtout la révolution culturelle. La révolution tranquille, en fait. Pas culturelle, mais tranquille, qu'on avait vécu ici avec l'émeute du Forum, qui avait donné lieu à un éveil du Québec. Pour moi, c'était plus une figure emblématique d'un phénomène social, évidemment, du joueur de hockey magnifique qu'il était, inimitable. Tu sais. C'était quoi ton rapport, toi, au hockey? Est-ce que tu étais un fan ou un indifférent? Ou j'étais pas un fan. Je l'étais jeune, jusqu'à ce qu'on ouvre la Ligue des 6 équipes. On est quand même en 60. Oui, c'est ça. Parce que mais moi, je connaissais tous les joueurs des Rangers, des Bruins, évidemment de Montréal. Mais quand ils ont ouvert la Ligue, là, je me suis senti trahi dans mes allégeances de tous ces joueurs dont je connaissais le jeu et les personnalités. J'avais même rencontré Cournoyer à l'Estérel. On avait joué au ping-pong ensemble. Mais ça vient un peu plus tard quand même. Yvan? Mais oui. Ah ouais. Tu connais ton hockey? Je te jure. Tu fais peur. Okay. Ouais, c'est ça. Tu vas me faire peur. Okay, je vais te poser une coupe de colle. Avec plaisir. Ouais. Donc, ça veut dire ça, Maurice. Ça veut dire j'ai plus eu un élan sur raconter ce morceau d'histoire du Québec qui a vraiment été extrêmement important. Puis a été. J'invite d'ailleurs des gens qui n'ont pas vu Maurice Richard et qui s'intéressent peut-être moins au hockey de voir le film pour ce que ça veut dire de l'évolution. Et de l'arrivée à une espèce de naissance d'un Québec moderne. Un point de vue sociologique de l'histoire du Québec. Parce que à ce moment-là, tu me poses pas la question, mais je réponds-y quand même. Je te réponds, je te dis que c'est important à dire pareil, c'est que les gens réalisent pas à quel point le Québec était anglo-dominé à cette époque-là.
la Ligue du hockey, la Ligue, comment tu l'appelles, la Ligue... Ligue nationale. La Ligue nationale du hockey était anglophone et les joueurs francophones de Montréal devaient parler anglais au vestiaire. Mm-hmm. Sous peine de sanctions, etc. Donc, on est vraiment dans un environnement où on part de très, très loin. Maurice brille par son talent exceptionnel. Il s'impose, non pas comme un porte-flambeau de l'histoire du Québec, il s'en est toujours défendu, mais plutôt comme quelqu'un qui revendique des droits et l'obligation pour la Ligue et les populations canadiennes de réaliser que le Québec est un pays francophone, est une entité anglophone, est un lieu où il y a des Canadiens français, qui d'ailleurs portent bien le... Le CH. Ouais, le CH. Le H représente quoi pour toi? Première colle? C'est une bonne question. Les gens pensent... La réponse... souvent erronée, c'est que les gens pensent que c'est pour Habs, mais en fait, c'est pour hockey, parce que c'est les clubs de hockey canadiens. Okay. Donc, 1 sur 1. Exactement. OK, c'est bon. D'ailleurs, tu montres dans le film le parallèle anglophone autant à l'usine que dans le hockey. Oui. Ça, c'est bien illustré dans le film. Je l'ai regardé hier soir, même, je l'avais pas vu depuis des années. De jour, Maurice est machiniste, oui. Et son boss est anglophone, et là, il y a un de ses collègues qui est renvoyé parce que là, justement, encore une fois, l'espèce de pouvoir aux anglophones qui ont de l'argent de l'époque s'étend pas juste... C'était un peu dans toutes les sphères, je pense, du Québec. Donc, c'était autant à l'usine qu'à l'aréna. Mm-hmm. Donc, je pense que le parallèle était tracé avec intention de ta part. Tout à fait. On parlait de Maurice. Oui, ça, quand on parle de ce qui t'attirait de cet homme-là, quel est pour toi le plus gros défi? Quel était le plus gros défi d'aborder? Parce que Maurice, c'est un mythe, là. OK? C'est un intouchable dans l'imaginaire collectif. Comment on fait un film? Comment on s'attaque à ce projet-là? Quels sont les pièges que tu voulais éviter quand on parle d'un symbole aussi sacré? Ben, la première difficulté comme réalisateur, au-delà du scénario, au-delà de tout ça, c'est de trouver le Maurice Richard. L'acteur. Comment tu fais pour trouver ça? T'sais, un gars qui est vite sur la glace, qui est bon, qui a le feu, qui a la fournaise dont je parlais tout à l'heure. Le regard. Ouais. Ça, c'est le premier défi. Puis si j'avais pas trouvé Roy, je l'aurais pas fait. Tout comme si j'avais pas trouvé Pierre Lebeau pour Séraphin, je l'aurais pas fait. J'ai dit d'ailleurs, si tu n'acceptes pas l'offre que je te fais à Pierre, ça? Ou... À Pierre, oui. Je l'ai croisé au Schwartz il y a une semaine. Ah oui, pour moi, c'était incontournable. C'était comme sine qua non, je le fais ou je le fais pas. Mm-hmm. Selon que je trouve mon gars, parce que tu peux pas faker ça. Tu peux pas... Ça te prend un gars qui sait patiner. Il y en avait 2 autres dans le portrait, mais je trouvais qu'il n'était pas aussi convaincant pour moi. Parce que Roy, en plus, cette mâchoire carrée, il y a cette espèce de front, il y a cette espèce de visage qui lui correspond. Il y avait les yeux bleus, on y a mis des verres de contact bruns. Parce que Maurice avait les yeux bruns. Les yeux bruns, c'est ça. Puis le feu est dans ses yeux bruns aussi. Hein? Ah oui. Oui, donc il y a cette espèce de regard qu'on voulait. Mais ça, c'est cosmétique, ça s'arrange. Mais l'énergie, le coup de patin, la fougue, tout ça... Roy, je savais qu'il l'avait, mais j'avais tourné avec lui plusieurs fois déjà. J'avais tourné dans Blanche avec lui, j'avais tourné dans plusieurs films, donc je connaissais son énergie. Mais Blanche était la suite des Filles de Caleb là, dont on parlait tantôt. Oui. Donc tu connaissais un peu... tu avais déjà travaillé avec lui. Oui, j'avais déjà travaillé avec lui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir un scénario qui va à la rencontre de ces préoccupations-là dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire sociales et du hockey qui est pas en marge de ça, mais qui est là au cœur de l'histoire, comme le grand fait d'armes, la légende, etc. Et Ken Scott, qui a écrit le scénario, a rempli la commande, mais complètement. Il était formidable. Il a vraiment écrit un très, très beau scénario. Quand toi, tu es arrivé sur le projet, est-ce que le scénario était déjà écrit? Non. Est-ce que tu as eu ton mot à dire dans le choix du scénariste? Non. OK. Non. C'est un cas particulier, ça, où j'ai fait confiance au producteur puis au distributeur qui avait déjà approché quelqu'un. Et j'ai demandé qui, évidemment. Mais si ça n'avait pas fait mon affaire, j'aurais dit, ben non. Mais Ken a immédiatement remis des premiers drafts qui étaient comme très concluants. Et donc, il est parti. C'est un des scénarios sur lesquels je suis le moins intervenu dans ma carrière. Il faut savoir que Ken arrivait du gigantesque succès qui a été La Grande Séduction. Oui.
D'ailleurs, Raymond Bouchard vient tout juste de décéder, qui était un des piliers du film. Donc, Ken Scott arrivait de ce raz de marée-là, puis embarqué sur, fort de ce succès-là, embarqué sur Maurice. Oui. Bref, donc toi, tu étais là, avant le scénario. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que toi, tu étais attaché au projet très tôt. Oui, très tôt. Un réalisateur se fait envoyer un scénario pour ça. Non. Donc, toi, c'était Denise Robert. C'est Denise Robert. Et c'était Alliance avec Guy Gagnon. Denise Robert qui a produit aussi, qui est la femme de Denis Arcand, si je ne me trompe pas, qui a produit les films de Denis et beaucoup d'autres. Donc, elle, dans le fond, elle voulait que ce soit toi qui réalise ça. Il faut dire aussi, on parlait d'arriver d'un succès. Tu avais réalisé, comme tu l'as mentionné, Séraphin, qui, à ce moment-là, avait été le plus gros succès au box-office de l'histoire du Québec. Donc, c'était non négligeable quand même, parce qu'on parle de succès populaire. Maurice était une figure populaire dans tous les sens du terme. D'ailleurs... c'est un peu un porte-parole à ce moment-là de la grande frustration qui existe partout. Tu parlais des usines tout à l'heure. Le fait anglais est là et on doit vivre cette révolution tranquille qui s'annonce à ce moment-là. D'ailleurs, il y a une affaire dans le film, puis je me demandais si c'était vrai, ça, j'avais pas de souvenir de ça, qu'il avait sa propre colonne dans le journal où il s'exprimait sur des enjeux. Ça, c'est vrai, c'était réel à l'époque. Tout ce qui est dans le film est authentique. OK. Il n'y a rien inventé. Même pas les histoires du beau-frère? Ou ça, c'était des libertés créatives? C'est le beau-frère Pierre-François Legendre, dans le fond, qui est le beau-frère de Maurice. Puis là, il donne une job comme glacier. Je pense que c'est authentique. Ça, c'est vrai aussi. Je pense que c'est authentique. OK. J'ai pas pensé à cet aspect-là. Ça m'a jamais frappé parce que j'ai pris pour authentique ce que Ken avait écrit parce qu'il a fait une grosse recherche. Je soupçonne qu'il n'aurait pas introduit ça si c'était pas vrai. OK. Mais je me suis demandé si, parce que les autres, c'est très factuel, tout ce qui s'est passé sur la glace, l'histoire du Québec. Je me suis dit, est-ce que la liberté créative au niveau du beau-frère, qui est un petit peu un comic relief, est-ce que c'est là qu'il s'est un peu amusé? Ah, mais peut-être que le ton était d'une autre couleur, mais je pense que s'il l'a amené, il y a de bonnes chances. Oui. Tantôt, tu faudrait que tu lui demandes. Après, je vais demander au prochain invité, Ken Scott. Pour compléter le trio. Ta science. Oui, c'est ça. Tu es supposé avoir une science. Oui. Tu es tout savoir. Honnêtement... ça marche pas, ton affaire. Je pose des questions, puis une fois que je vais avoir la réponse, je vais le savoir. Tu disais que Ken était... pas Ken, Roy était... le candidat de choix. Tu sais qu'il y en a deux qui sont passés proches. Est-ce que je peux te demander c'était qui les autres? Non. Tu révèles pas tes secrets. Non, c'est frustrant pour ces acteurs-là. Pourquoi Mais est-ce qu'il aurait pu être assez bon pour que tu fasses le film ou ça prenait vraiment Roy? Est-ce qu'ils t'ont fait considérer? Moi, je suis assez intransigeant là-dessus. Ça me prend les pinceaux et les pigments dont j'ai besoin pour réaliser cette affaire-là. On peut pas tricher. Si j'avais eu un des autres, j'aurais fait comme à chaque prix, j'aurais fait un ça avait été Roy. Puis je veux pas faire ça à un acteur, c'est horrible. Tu veux aimer ton acteur, tu veux l'avoir choisi pour les bonnes raisons, pas parce qu'on te l'a imposé ou parce que. Complètement. Puis j'ai jamais fait. Faut que je regarde ma carrière, là, mais j'ai jamais rien fait qui m'a été imposé. Ou pour lequel j'ai dit, je fais un compromis, là. Parce que j'écoutais un truc récemment sur Steven Soderbergh, un réalisateur américain, puis il disait toujours, il y a des choses sur lesquelles tu vas pouvoir compromettre, là, des fois la musique, des fois mais il dit la seule affaire sur laquelle tu peux pas faire de compromis, c'est le casting. Parce que ça, tu peux rien changer. Tu sais, fait que faut que tu tiennes ton bout là-dessus. Tu peux avoir les décors les plus laids, la direction photo ratée, etc. C'était pas des bons acteurs, là. Oublie ça. C'est plate, mais c'est ça. Non, mais ce que tu veux dire, tu aurais le meilleur de tous les départements puis les acteurs so-so. Exact. T'as pas de show. Mais t'as un écœurant d'acteurs puis t'as comme tes départements plus faibles ou pas assez de budget. Exact. Tu fais un film qui va passer. Parce que c'est l'émotion qui compte. Exact. C'est pas la couleur du décor. Puis j'ai travaillé avec des set designers extraordinaires, des directeurs photo extraordinaires et je me réjouis de leur talent. Mais je sais que j'aurais pu être en deçà et que ça aurait été aussi fort si j'avais eu les acteurs que j'ai eu plutôt. Parlons-en Roy, parce que c'était tout un choix pour ça qui était un peu sur mesure. Roy avait déjà, à ce moment-là, interprété Maurice Richard. Je ne savais pas, mais j'ai vu ça dans les recherches. Il avait fait, d'une part, il avait fait la famille. Tu sais, il y avait les vignettes à l'époque à la télé, là, d'héritage canadien patrimonial, qui duraient. C'était comme des publicités canadiennes. Il avait fait ça d'une part, mais il avait aussi fait au Beau Dimanche en 99, Maurice Richard, histoire d'un Canadien,
qui était un genre de téléfilm. En 99. Oui, Macha Grenon jouait sa femme. Lucille, Ça me dit quelque chose tout à coup. Donc, j'ai été surpris d'apprendre que Roy avait déjà interprété Maurice. Parce Mais que sur la glace? Il était sur la glace? Je sais pas si c'était... Parce que je sais l'intimité du couple. Je sais qu'il est sur YouTube, là, on peut le retrouver, mais je ne l'ai pas regardé dans son entièreté. Mais j'étais surpris d'apprendre, parce que je voyais des entrevues où Roy disait « moi, quand j'ai parlé à Maurice, ça, mais Maurice est mort en 2000, puis le film que vous avez fait est sorti en 2005. » Je me dis « c'est ça qu'il a vu Maurice. » Dans le fond, lui, il l'avait rencontré à l'époque pour la série. Puis il disait d'ailleurs qu'il s'était fait avertir « je t'avertis, Maurice, il parle pas beaucoup, c'est un homme de peu de mots. » Puis il dit... On n'a pas arrêté de jaser. Là. Ils regardaient des games ensemble, puis Maurice, il trouvait que les gars se pognaient le bang. Puis... Donc, c'était tout... Il dit, moi, j'ai jamais vu un homme aussi volubile. Bref, c'est pour dire... ce que je voulais dire de Roy, quand tu parlais aussi des scènes de hockey, souvent, le classique d'un film de hockey, c'est qu'on va couper entre les patins, la face, puis là, on sait que c'est la doublure, l'acteur. C'est pas le cas avec Roy, parce que Roy, puis je pense qu'il l'a mentionné dans une entrevue avec... c'était pas Marie-Louise Arsenault, c'était une autre entrevue, il disait... Je sais pas si j'aurais pu jouer dans la Ligue nationale, mais j'étais quand même un pas pire joueur de hockey. Est-ce que je me trompe ou Roy fait l'entièreté de ses scènes de hockey dans le film? Il n'y a pas de doublure. Là. Il n'y a aucune doublure. C'est ça, ce qui est très impossible, rare. Impossible. Roy Dupuis et doublure, ça ne marche pas ensemble. Non. En général, dans le contexte de hockey, oui, c'est ça. Il fait tout. Vraiment, là. Tout. Slapshot, compris, patiner par en arrière, par en avant, de côté, les batailles. C'est lui qui est dans toutes les batailles. Donc, lui, avec un bâton en bois avec une palette droite, puis les patins d'époque, je ne sais pas comment vous l'avez fait. Vous avez fait ça? Je ne sais pas. Mais ils ont été les chercher, là. Ouais. Donc, c'est Roy qui a vraiment été... Oui. Puis parce qu'il patine très bien, là, tu le vois. Il patine très bien, il a un bon coup de patin. Exact. Il est rapide. Donc, il y avait en plus de tous les éléments dramatiques du comédien et de l'artiste, il y avait les éléments sportifs. Oui, mais c'est pour ça que c'était comme pour moi le candidat idéal. Je savais qu'il jouait au hockey, là. Encore au moment où on tournait, là. Il y avait quoi, une trentaine d'années, là? Ouais, c'est ça. Moi, je dirais un petit peu plus que ça. Ouais, c'est ça. Peut-être 35, à ce moment-là, il y a aussi un parallèle, un peu, on dirait, entre Maurice et Roy. Tu sais, c'est des gars avec une genre de... qui sont pas nécessairement extrêmement loquaces, exact, mais qui ont une genre de tempête intérieure, je sais pas comment le dire, là, mais ils ont un volcan intérieur. Tout à fait. Il y avait tout ça aussi qui... dans l'énergie? Ça n'a pas joué dans le choix, parce que oui, il y a ça naturellement, mais tu vas demander à un acteur de jouer ça. Ouais. Mais il y avait ça, il y avait cette particularité-là que... il y a les deux aussi. Il est comme Maurice, en fait. Parce que Maurice, au privé, tu l'as vu dans le film de Giguère, il est extrêmement volubile, il a du fun, il fait des jokes, etc. Mais c'était un homme timide, donc dans le privé, dans le public, il était comme un peu plus sous sa réserve. Roy n'est pas un homme timide, mais c'est un homme très réservé, mais dans le privé, il est très drôle. Je me suis toujours dit comment ça fait qu'il ne fait pas des films d'humour. Il est très drôle. Pince sans rire ou c'est quoi? Les deux. OK. Il peut faire des jokes. Puis, c'est vrai qu'on l'a jamais vu dans une comédie. Non. Puis je voudrais le voir dans une comédie, moi, une fois, parce qu'il est vraiment bon. Ah oui? Ah oui. Il serait vraiment écœurant. On appelle Ken Scott. On appelle Ken, oui. Oui, je serais curieux de voir. Ou que toi, tu l'écrives. Ben oui. Ben oui. Bon, prochain. Ben, je sais qu'il a fait des trucs avec les Appendices, qui est un groupe d'humour, qui avait une émission de télé, puis il était allé faire des sketchs avec eux. Okay. Puis je me souviens qu'il s'était fait dire ouais, Roy, il écoute votre show. Puis il a fait Roy, écoute notre show. Ouais. Fait qu'il y a un autre côté, je pense, à Roy que les gens connaissent pas. Oh, attention, nous sommes rendus au segment Les Originaux Valentine et aujourd'hui, je voulais rester dans le thème de Maurice Richard. Oui, on connaît beaucoup Maurice, on connaît beaucoup le origin story de Maurice Richard pour peut-être les plus férus. Ceux qui ne le connaissent pas, ben, allez voir évidemment le film de Charles Bien-Aimé. Mais j'ai décidé d'aller peut-être dans des détails que peut-être même les plus férus d'entre vous ne connaîtriez pas. Je devais, en tant que fier, parce que mon père est gaspésien, j'ai un 50%, en tant que fier gaspésien, je me devais de mentionner que les parents de Maurice Richard, le père, tout au moins c'est confirmé, est originaire de la Gaspésie. Il vient de là, on parle de Onésime Richard, c'était son nom, Onésime. Quel nom vintage que Onésime Richard, il venait de la Matapédia. Donc voilà, Maurice Richard a des origines gaspésiennes. Son père a déménagé en ville, éventuellement à Montréal, et a marié sa mère, Alice. Je voulais vous parler également de Maurice et ses frères. Vous connaissez Maurice Richard, le Rocket. Vous connaissez Henri Richard, le Pocket Rocket, qui a encore d'ailleurs le record pour le plus de bagues
la Coupe cette année, plus de championnat de la Coupe cette année. Je pense que c'est 11, un record qui ne sera 10 ou 11 si je ne m'abuse. Bref, je ne veux pas me tromper, là, 10 ou 11, peu importe, là, reprenez-moi pas là-dessus. C'est pas le point du truc. Bref, un record qui ne sera jamais battu, ça c'est sûr. Son numéro d'arrêt est retiré également au temple de la renommée. Rocket, le Pocket Rocket. Mais saviez-vous qu'il y avait un troisième frère, Richard, qui a été un prospect du Canadien, et j'ai nommé Claude. Oui, Claude Richard, qui était surnommé le Vest Pocket Rocket. Le Pocket Rocket de veste, bref. Donc, c'est vrai, ça a bel et bien été le troisième frère Richard. Il a participé à un camp d'entraînement du Canadien de Montréal en 1959. Si vous tapez sur Google, vous allez voir une photo avec les trois frères Richard. Déjà, Maurice était le plus vieux des enfants chez lui. Henri avait 15 ans de moins. Et si je ne m'abuse, Claude avait une année de moins que Henri, donc 16 ans, donc avec ses deux frères au camp d'entraînement de 1959. Ça avait été jugé, par exemple, que Claude était trop lent. Malgré qu'il avait une carrière junior respectable, il était trop lent en termes de vitesse pour la Ligue nationale, ce qui fait qu'il n'a pas connu de carrière dans la Ligue nationale. Et, qu'à cela ne tienne, il y avait un quatrième frère, Richard, oui, du nom de Jacques, qui, lui, a joué dans le senior. Donc, quand même, des bons joueurs de hockey qui, lui, s'est pas rendu jusqu'à la Ligue nationale ou même jusqu'à un camp d'entraînement. Donc, voilà, vous connaissiez peut-être Henri, mais connaissiez-vous Claude Richard et même Jacques Richard? Je vous rappelle, si vous voulez, dans la continuité de Origin Story, allez voir les parents de Maurice Richard c'est dans les archives de Radio-Canada qui parlent de Maurice, comment il était comme petit gars. C'est assez fascinant. Il ne voulait pas enlever ses patins pour venir manger. En tout cas, bref, des très bonnes histoires. Si vous voulez aussi voir d'autres choses, en apprendre plus sur Maurice Richard, eh bien, sur le site de l'ONF, il y a des documents fascinants. J'en ai beaucoup parlé ici à c'est le film d'animation Le Chandail, qui est une adaptation du livre de Roch Carrier. C'est une œuvre d'art, ce petit court-métrage-là. Ça incarne très bien ce que Maurice Richard représentait pour les Québécois de cette époque-là. Parce que là, c'est au-delà de son histoire ou l'aspect documentaire, c'est vraiment ce qu'il incarnait pour les petits gars qui regardaient Maurice Richard jouer. C'est fabuleux, allez voir ça, Le Chandail de Roch Carrier. C'est lui qui fait d'ailleurs la narration et en français et en anglais. Et si vous voulez voir un documentaire classique vraiment sur l'histoire, il y a le documentaire Le Rocket là, qui date de 1998 de Jacques Payette, qui est également sur le site de l'ONF. Tout ce beau matériel-là est gratuit, donc allez voir ça. Voilà, c'était l'original Valentine. Les originaux Valentine, que dis-je. Pour aujourd'hui, on retourne à l'épisode. On parlait des scènes de hockey. C'est toujours tourner un film, c'est déjà compliqué, mais tourner des scènes de hockey, c'est une chose en soi. C'est un animal. Parle-moi un petit peu de ça. Comment t'as approché les scènes de hockey? Déjà, tu hoches de la tête. Je sens qu'on retourne dans un trauma. Ou... Oui, mon Dieu, trauma. Pas trauma, mais du temps. Oui. Un temps de malade à regarder comment composer avec... Il y a la réalité du hockey, c'est-à-dire il y a la réalité de la partie. Ouais. Qui joue contre qui? Alors, c'est quoi les axes? Parce qu'il faut toujours que tu respectes les axes du jeu, évidemment. Ouais. La première difficulté, ça a été de trouver une patinoire avec des bancs qui ne seraient pas du Centre Bell. Mm-hmm. Où est-ce qu'elle est, cette patinoire-là? Verdun? Non. Deuxième chance. Parce que je te dis Verdun, c'est pourquoi? Parce que j'ai fait de la figuration pour la série Béliveau. OK. Où on avait, encore une fois, les patins, les vieux bâtons, tout ça. Ouais. Puis c'était majoritairement tourné à Verdun pour faire le forum. Donc, ça m'avait quand même surpris. Mais sinon, c'est-tu dans la région montréalaise? Ou... Non. Ah, c'est ça. On est à Québec. Au Colisée? Oui. Ah. Alors, le Colisée avait encore les pentes d'époque. Donc, 2004. Là, oui. Le Centre Bell, il est comme ça. Ouais. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Colonne, pente, etc. Ouais. Alors, trouver une patinoire. Donc, ça, on l'a trouvé. Et je reviens à une autre patinoire qui est celle des parties qui jouent jeunes. Dehors, au Parc La Fontaine. Ça, vous l'avez fait au Parc La Fontaine? Non. C'est ça. Mais ça se passait au Parc La Fontaine. Oui, ça se passait à l'époque. Et on avait quand même plusieurs scènes d'extérieur. Tu te souviens du film, tu l'as vu hier soir. Ouais. Comment montrer ça alors que tu tournes en plein été? On tourne en juillet.
J'ai fait beaucoup d'appels à toutes sortes de compagnies qui font des planchers givrants, etc. Au-delà de 18 degrés, oublie ça. Ils annonçaient du 25, 30, évidemment, au mois de juillet. Oh, mon Dieu. Et donc, il était tout à coup hors de question de tourner dans un parc, tourner à l'extérieur. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je me suis dit, il faut que je tourne sur une patinoire. Et plutôt que de tourner dans un parc ou suggérer un parc, on va tourner en suggérant un quartier industriel dans lequel il peut vivre, dans quel quartier il peut être. Donc, on a loué une patinoire et on a construit des murs de quartier industriel avec des lampes au-dessus de la patinoire, etc., pour suggérer que c'était juste en marge qu'ils avaient construit une petite patinoire de quartier, là. C'était pas une grande patinoire, c'était pas une patinoire au standard du Centre Bell, là. Donc, on a réussi à faire ça, mais c'était un été qui était particulièrement chaud et on n'avait pas beaucoup de temps sur la glace avant de l'abîmer et d'obliger de passer la Zamboni pour refaire la glace. Donc ça, c'était un peu un écueil, mais j'ai solutionné ça en faisant ça à l'intérieur. Jamais personne ne m'a dit c'était supposé dans un parc, etc. Donc, on a accepté le fait qu'il jouait dans une petite ligue de quartier, dans son quartier. Ça, c'est la scène avec Mario Jean comme coach, là? C'est ça? Oui, exact. OK. Ouais. Tous les jeunes qui sont là. L'autre difficulté qu'on a eue, c'est à Québec, où cet été-là, je reviens aux températures. On a eu des températures exceptionnellement chaudes. Je pense qu'on est monté à du 35. Et là, l'aréna a beau générer du frion et de la température froide à terre. À un moment donné, ça commençait à tomber dans la slotch. Ça fait qu'il a fallu faire venir des gros systèmes non pas de climatisation, et c'est là que j'ai appris que l'air sec et l'air humide, c'est deux affaires différentes. Que l'air sec permet une réfrigération, alors que l'air humide, et on le sait, quand on va en Arizona ou en Indonésie, la même chaleur, au chaud, à l'humidité, est insupportable, alors qu'en Arizona, tu supportes 40 degrés. Ouais. Parce que c'est sec. Fait que ça, c'était à l'intérieur du Colisée. À l'intérieur. Même à l'intérieur, c'était parce que le toit, la tôle, ça chauffe. Ouais. Ça descendait dans l'aréna et on devait arrêter par moment de jouer. Donc, vous avez fait venir des systèmes? Des systèmes de déshumidification? De déshumidification, oui. Ouais. Puis ça a marché. Ça nous a aidé à passer à travers, oui. Puis les autres scènes extérieures d'hiver... à travers le film, vous les avez trichés? Alors, c'est triché, c'est de la fausse neige. C'est ça. Parce qu'on tourne au mois de juillet, le déménagement dans la neige, là, c'est de la fausse neige. Tout ça est triché et j'ai été chercher, je reviendrai parce que j'ai une bonne anecdote sur la glace elle-même et les difficultés, mais quand on a tourné le déménagement, tu te souviens, dans l'escalier, il y a de la neige. Et pourquoi est-ce que je reparle de ça? J'avais une autre idée qui m'était venue, je l'ai oubliée. Je reviens à l'aréna. T'avais dit j'ai une anecdote. J'avais une anecdote, c'est ça. Une chance. L'anecdote, c'est qu'en 60, qu'est-ce qui se passe dans les arénas? En 60? 60, c'est la Révolution tranquille. En 60 et 62, il y a une transformation majeure. Est-ce que c'est le système de réfrigération? Non, on passe Pas la Zamboni? Non, on passe des grillages au plexi. Ah, je savais pas ça, tu vois. Avant, d'ailleurs, tu as vu dans le film hier qu'à un moment donné, le beau-frère, il est derrière la grille. Oui. Pourquoi? Parce que c'était ça, c'est la cage dans laquelle les gens étaient, mais il y avait une grille tout le tour. Et donc, moi, je voulais être fidèle à ça. Donc, on avait monté de la grille, évidemment. Mais là, nous, quand on tourne, on passe d'une année à l'autre, d'un club à l'autre, d'un costume à l'autre. Ouais. C'est toujours les mêmes joueurs qui reviennent, souvent, sauf les principaux, là. Mais les autres, c'est des joueurs figurants. Ouais. Et donc, il faut décider ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Changer un costume, c'est pas juste changer un chandail. Il faut que tu enlèves les patins, mettre les bas, remettre les patins. C'est une demi-heure quasiment pour une équipe que tu perds, que tu sèches, que tu attends ton équipe pour faire la suite. Donc, qu'est-ce qui est plus payant en temps? Est-ce que c'est de changer les clôtures? Non, parce que ça prend du temps. Mais parce que j'avais pas d'argent en figuration, j'avais des découpes de public pour le fond. Et j'en avais à peu près 150, mais il fallait les déplacer. Selon la shot, il fallait que je les fasse bouger. Donc, il y avait toute une armée de personnes qui prenaient les découpes et qui les promenaient. Et je me servais des avant-plans. Un chapeau, ça cache, je sais pas, 500 spectateurs, mettons que je suis derrière. Ouais. Alors, je cachais
tous ces bancs-là vides par quelqu'un en avant-plan avec un chapeau. Puis je m'arrangeais pour mettre du monde sur les côtés et en face, avoir, quand j'avais des plans un peu plus vers le haut, avoir mes découpes qui étaient là. Ouais. Alors, c'est toute une logistique entre est-ce qu'on déplace les découpes, ça prend combien de temps? Est-ce qu'on change les bas et les patins et les échandails? Ou est-ce que... Parce que je pense que j'avais un côté qui était vitré puis l'autre côté qui était grillagé, ouais. Je me souviens pas, je pense qu'on a changé à un moment donné complètement. Mais ça posait des problèmes de logistique importants et ça pose des problèmes beaucoup de raccords, de direction, d'axe qu'on n'a pas quand on est avec deux acteurs ici. On reste du même côté pour que chacun regarde dans la direction opposée. Autrement, ils regardent dans le beurre les deux. Mais tu peux pas avoir deux équipes qui jouent l'un contre l'autre. D'ailleurs, dans tous les films de bataille, tu vois que les réalisateurs, ils mettent une gang qui va vers la gauche puis l'autre gang qui va vers la droite. Ouais. Puis ils changent pas. L'axe est là, puis autrement, t'es perdu comme spectateur. Sauf pour les batailles, les mêlées, puis tout ça, c'est autre chose. Mais... Donc, respecter ça. Donc, ça a été un casse-tête avec moi et mon assistant, là, pour choisir ce qu'on faisait, les époques qu'on regardait. Mm-hmm. Donc, les types de chandails, puisque les chandails changeaient aussi. D'ailleurs, en parlant de chandails qui changeaient, j'avais une autre colle pour toi. Oui. Le chandail, le CH, change combien de fois dans sa carrière? Oh, ça, c'est une bonne, par exemple, parce qu'il juste dans le film, on le voit évoluer. Tu sais, des fois, il est un peu... Il y a un moment donné où il était beaucoup plus à la main, là, le bout du pied mané, c'est... lui, en fond, il a joué de 42 à 60, à peu près, Maurice. Donc, quand même sur 18 ans, c'est quand même beaucoup de temps. Mais depuis la fondation, depuis le premier dessin où il y a le CH, il y a combien de mutations de l'enseigne? Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Il y en a eu plusieurs, mais les plus importantes. Il y en a eu deux très importantes. C'est une bonne question. Ben là, la question, c'est pour de l'histoire du Canadien ou pour Maurice? Pour l'histoire du chandail du Canadien. Il y en a une en 21, je vais te le dire, qui était importante, puis il y en a une en 49. Ah, donc pendant la carrière. Oui, exactement. Nous, on n'a pas de changement de chandail. Contrairement à ce que tu crois, c'est peut-être une illusion d'optique, mais nous, on n'a pas le chandail du Canadien d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Parce que celui d'aujourd'hui est quand même différent de celui que Maurice avait en 60. Oui, ou de celui qu'il avait en 60, mais qui est proche. Okay. Le C est plus gros, le H est plus gros. OK. Il y a peut-être une question de couleur, là, mais... Oui, le rouge a changé un petit peu. Oui, le rouge a changé. Mais en prep, j'ai été obligé de passer, pas tous les jours, mais plusieurs semaines, à faire redessiner le CH par un graphiste, appeler un avocat, discuter avec l'avocat, enlève du sérif, remet du sérif, compresse tes lettres, fais plus mince sur ton H, je sais pas combien de maquettes du CH j'ai soumis avant que ce soit accepté comme étant pas une copie du CH d'aujourd'hui parce que la Ligue n'était pas avec nous autres et on voulait pas de poursuite. Puis le Canadien de Montréal, dans votre opération... Il n'était pas là non plus. Donc, parce que ultimement, c'est un joueur du Canadien de Montréal, fait que vous devez vous rapprocher du logo, mais sans... Moi, idéalement, j'aurais eu le logo que Maurice portait à cette époque-là. Ouais. Ça aurait été l'idéal, mais je ne pouvais pas. Donc, c'est légalement problématique. J'invente un logo avec un CH qui soit suffisamment distant, mais dont on puisse dire... Crédible à la fois. Et là, j'en ai eu des commentaires sur ce film-là. Jamais personne n'a fait ce commentaire-là. Ah. C'est fou, hein? Ça veut dire que tu as réussi ton pari. C'est parce que mais c'est parce qu'on veut croire ce qu'on voit aussi. Oui, c'est ça. Il y a comme l'intention, mettons, inconsciente. Il y a un exemple de ça dans mes films qui m'a vraiment stupéfait. C'est Eldorado, qui a été à Cannes, qui a été vu par bien du monde. Il y a une scène où James Hyndman, je ne sais pas si tu as vu le film, non. James Hyndman est au foufoune électrique, dans une chemise. OK. Et dans le montage, on trouve ça plus commode de coller une autre scène après avec Pascal Bussière où il est dans sa bagnole, puis il l'embarque. Il sort des foufounes, mais il a une autre chemise. Là, je fais au monteur, à Michel Arcan, je fais comme, Michel... Faux raccord. Faux raccord. Il me dit, il n'y a personne qui verra jamais ça. Je dis, Michel, moi, je remarque quelqu'un a un verre de jus d'orange. Dans les films américains, ça arrive tout le temps. Il est à moitié, il est plein, il est full, il est à moitié. Ouais. Chaque fois que tu recoupes dessus, puis c'est des prises différentes. Mm-hmm. Je me suis dit, OK, Michel, j'ai assez monté avec lui, je le crois. On l'a passé. Il est au fouf avec une chemise. Il sort avec une autre chemise.
jamais un commentaire. D'où mon commentaire qui dit, si tu veux y croire, c'est dans l'histoire, tu y crois. Ouais. Puis il y a peut-être quelque chose d'inconscient ou, je sais pas, tu te dis peut-être même que t'acceptes aussi, peut-être que ton inconsciemment t'acceptes qu'il a changé. Je sais pas, est-ce que tu te dis, il y a une grosse soirée? Je sais pas. Tu parles de montage, ça me fait penser à une affaire que j'ai remarqué hier en regardant le film, puis je me suis dit, tiens, dans la catégorie des choix artistiques, je me suis demandé si c'était si c'est quelque chose qui avait été c'est sûr que c'était intentionnel, mais je veux dire, j'ai remarqué que dans la transition entre certaines scènes, dans le montage, où on passait d'un setting à un autre, il y avait des fois des transitions très, très directes, très, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'était ça m'a marqué des fois dans la transition qu'il n'y avait pas un genre de... On n'essayait pas de polir la transition entre deux scènes. Est-ce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était voulu? Est-ce que c'est moi qui vois quelque chose duquel... Non, mais c'est des techniques de montage qui fait qu'on travaille dans le rythme, on travaille dans le contrepoint aussi. Tu sais, c'est comme une arythmie de montage. Ça te sort de... Tu pourrais t'endormir. Au lieu de mettre une musique, fait... Tu snaps, tu rentres dans une autre scène. C'est ça, le montage, maintenant, a pris beaucoup, beaucoup de liberté par rapport au dictat ancien, là, où il fallait annoncer la scène, avoir un establishing, etc. Maintenant, on fait des jump cuts dans le temps. Vous en faites peut-être dans vos podcasts aussi, mais... Tu sais, tu sautes, puis tu acceptes que le personnage saute parce qu'on y a enlevé son... Ouais. Est-ce que j'ai remarqué aussi que tu prenais du footage d'époque sur lequel les acteurs faisaient du green screen et tu les intégrais T'es bon. au segment? T'es bon. Que ce soit avec les tramways, que ce soit avec... Il y en a quelques-uns. Je pense que là, on le remarque plus parce que ça fait 20 ans, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être passé comme... je pense que personne n'y a vu que du feu, là, parce que c'était. J'ai jamais eu de commentaire là-dessus. Ah, tu vois. Le problème que j'avais pour ce film-là, c'est comme je te disais, on avait 8 millions, ça a l'air de beaucoup d'argent, mais un film d'époque, sur glace, dans des endroits où Montréal est encore authentique, où il ne faut pas enlever trop de mobilier urbain, c'est extrêmement difficile. Donc, je pensais pas. D'ailleurs, le vieux forum dans lequel l'action s'était passée n'existait plus. C'est un cinéma. Donc, il fallait que je voie le vieux forum. Il fallait que je voie la rue Sainte-Catherine. Alors, je pouvais tricher pour les gros plans, le faire dans une entrée, mais pour ce qui était du plan d'ensemble, avec les trams, qui sont très, très évocateurs de l'époque aussi, je me suis dit, je vais aller dans les archives à l'ONF. On revient à l'ONF. Et voilà. Et donc, en noir et blanc, tu as remarqué que ces scènes-là, contrairement au film qui est en couleur, sont en noir et blanc. Oui. Et c'est volontaire parce que je prétends à ce moment-là faire du film d'époque, c'est-à-dire... situer ça vraiment dans son époque. Ouais. On voit Maurice qui sort de chez lui, ou on le voit sur la rue Sainte-Catherine, ou on voit le forum de loin. Tout ça, c'est des archives qu'on a utilisées avec une technique qu'on appelle de green screen, c'est-à-dire on met les acteurs avec des repères en studio sur un écran vert, et après ça, on superpose les deux images. T'en as fait avec Lucille aussi, avec Julie Le Breton. Exactement. Donc, on en a fait plusieurs de ça, et c'est pour une façon de mettre Maurice sur une rue animée de 1950, 55 ou 60. Ouais. Puis il y a comme un code avec les couleurs noir et blanc, archives, qui est comme intrinsèque au film. C'est comme si c'est la partie documentaire que t'insères, si on veut. Mais j'ai jamais eu le commentaire que ça détonnait ou que c'était comme documentaire. Les gens l'ont intégré comme étant partie du récit, puis c'était un peu... Si on regarde ce qui s'est fait là aujourd'hui, c'est peut-être un peu corny, là, c'est limite... On ferait mieux aujourd'hui, mais ça passe. Ouais, non, moi, je trouve que ça fonctionnait. Je trouve que c'était cohérent dans le truc. Puis ça amenait aussi comme tu dis, ça amenait un autre niveau par rapport à tout ce que tu devais faire dans les temps, dans les moyens que tu avais. Il faut être créatif, il faut trouver des manières. Ouais. Puis ça, c'en était une. Ouais. Donc, c'est bien fait, comme je te dis. J'aurais été étonné qu'en 2005, quelqu'un dise « Ouais, le green screen. » Ça m'aurait surpris. Ça m'aurait vraiment... C'est bon, t'es observateur, t'as remarqué tout ça? Ben oui, merci. L'observation est une grosse partie de mon métier, fait que ça a été... on a parlé de Roy, mais il y avait aussi une distribution toute étoile, à commencer par Julie Le Breton. C'est sûr que Maurice, c'est ton morceau, c'est ta principale. Comment tu as abordé le reste du casting? Puis Julie, qui interprète Lucille, leur histoire d'amour est quand même importante. Tu voulais quand même bien placer Lucille comme la femme derrière l'homme. Ouais. Donc, c'était quand même pas anodin. Comment t'as abordé ça?
Ben, j'ai abordé le casting comme je l'aborde toujours, comme je l'ai abordé pendant des années avec Lucie Robitaille, qui était ma directrice de casting. C'est exactement le genre d'acteur ou d'actrice que je cherche, c'est-à-dire des gens vrais, des gens qui vont pas jouer, qui vont intégrer le rôle à un point tel qu'ils vont le devenir. Puis Julie Le Breton était une jeune actrice à ce moment-là, elle n'était pas connue, je pense pas. Je pense que dans ses premiers gros rôles. Ouais, ça faisait pas longtemps qu'il avait fait Québec-Montréal, Ouais. donc on était encore dans ces... Ouais, voilà. Donc, ouais, Julie, je tombe sur elle. J'avais pas pensé à elle. Il y avait beaucoup de possibilités pour la femme. Beaucoup de très bonnes actrices de cette génération-là. Donc, moi, je me mets dans la position du cinéaste qui reçoit les gens qui existent à ce moment-là et qui vont percer l'écran dans ce rôle-là. Donc, je fais des auditions pour pas mal tous les rôles. Julie Le Breton en tête, qui a été magnifique, a gagné d'ailleurs un prix d'interprétation. Le film a gagné plusieurs prix, plusieurs Genie, dont toi pour réalisation, mais aussi Roy pour le meilleur acteur. Oui. Comment tu as trouvé ça dans le... Mettons, quand on est dedans, là, travailler avec Roy sur le plateau à chaque jour, la direction d'acteur. C'est comment ton expérience avec Roy Dupuis? Écoute, c'est pas la première fois que je travaillais avec lui, puis j'étais habitué à son style. Il a un style très particulier en plateau. Il y en a comme Pierre Lebeau, dont tu parlais tout à l'heure. Lui, il va jouer sa scène de mort dans Séraphin, puis il est au café juste avant. Il fait des jokes avec les autres acteurs. T'sais. Après ça, tu dis, OK, attention, on s'en va faire cette scène-là, stand-by. Il tombe dans le rôle. Ça, c'est ce genre d'acteur-là. Lui, il peut danser en dehors et en dedans du rôle. Roy, c'est tout le contraire. Lui, c'est... le personnage. Si Maurice dit pas grand-chose, il dira pas grand-chose. Si dans Caleb, il est silencieux, il va être silencieux. Alors moi, ça a été un peu un décalage quand j'ai fait la suite des filles de Caleb. Avec lui, quand j'ai fait Blanche, Alexis, c'était comme, OK, Roy, là, on va faire telle scène, Tu regardes. Il est en personnage. Il dit rien. Il est dans le personnage. Il est tout réfugié dans cette énergie-là. Ce qui fait que lui, il conserve ça c'est sa technique à lui. Il conserve son tonus intérieur, celui-là, l'espace dans lequel il s'est placé. Puis il donne ça. Et il le donne de façon magistrale, donc on n'a aucun problème. Mais c'est un petit ajustement au début. Comme je le connaissais bien, j'avais fait quand même pas mal de plateaux avec lui, j'ai vraiment pas eu de problème avec lui sur Maurice Richard. C'est des indications de scène. Il n'y a même pas d'indication de jeu avec lui. Tellement il possède le jeu, tellement il est au fait. Il veut dire, il a lu sa scène précédente et la scène qui suit, c'est exactement où il en est dans l'arc de son rôle. Donc c'est somptueux. C'est comme conduire une Ferrari. Il est plus proche de ce qu'on appelle la méthode, peut-être, c'est tout ça? Oui, sûrement. Tu lui demanderas à lui, je ne sais pas comment il appelle ça, mais ça marche. Ça fonctionne, oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui apparaissent aussi dans le film. Il y a des petits caméos, des petits clins d'œil. Il y a un moment donné, il y a le coach des Bruins. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est qui joue le coach des Bruins. Moi-même, j'ai fait pause. J'ai dit, attends, je reconnais, lui. Ça m'a pris quelques secondes. Il est aussi venu au podcast. L'ancien commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, à l'époque, ça s'appelait. Je sais qu'il était là, mais je pourrais pas te dire qui c'était. C'était Gilles Courteau. Il joue le coach des Bruins. Okay. Fait que je me disais, j'ai dit, je reconnais cette face-là. On a eu des joueurs de hockey de la Ligue nationale. Oui, c'est ça que j'allais dire. Que tu vas nommer, là. Ben oui, il y avait Stéphane Quintal qui était là, Vincent Le Cavalier. Oui. Je pense qu'Alex Dandonneau était là. Oui. Peut-être celui qui le fier à bras, là. Oui, exactement. Nommer, là. Sean Avery, qui interprète dans le film Bob Killer Dill, un joueur des Rangers, un goon qui attend Maurice de pied ferme et qui finalement se fait lui-même, comme ils disent, comme le titre de journal dit dans le film, Dill Pickled, parce que parce qu'il se fait mettre en boîte par... il se fait justement mariner par Maurice. Parle-moi un petit peu de comment ça a été de tourner avec Sean Avery. C'était spécial. Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait, parce qu'il était le rôle. Mais en même temps, on était au plateau, on l'attendait, il n'était pas là. On appelait à l'hôtel.
Oh, il le trouve endormi dans sa chambre. Tu sais, on est en plateau, on l'attend, là, tu sais, on est prêt à tourner, là, tu sais. Comme si c'était une star. Non, parce qu'il avait fait la fête la veille, il était dans une bataille, God knows. C'était un gros fêtard, tu sais. Alors ça, c'était un peu spécial, mais il était tellement bon dans ce qu'il faisait que Parce on a vécu avec. À l'époque où vous êtes allé, vous aviez filmé le film, j'étais voir, Sean Avery n'était pas énormément établi dans la Ligue nationale. Il était encore très jeune. Il n'avait pas encore lui-même joué avec les Rangers parce que la réalité allait rattraper la fiction. Il allait jouer pour les Rangers quelques années plus tard. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas. Oui, puis lui, il était vraiment un joueur détestable. C'est avec ça qu'il a fait sa carrière. Et là, c'est moi qui ai une question pour toi. Est-ce que tu sais, parce que Sean Avery aime beaucoup le spotlight, il aimait ça déjà à l'époque. Déjà, en fait, c'est ça ma question. Comment, avant que j'arrive à ma question pour toi, comment il s'est ramassé dans le film, Sean Avery? C'est un casting qu'il y a eu. On a eu un joueur, t'en as nommé quelques-uns tout à l'heure? Il y a aussi Mike Ritchie. Non, mais un joueur qui était avec nous, qui agissait un peu comme coach aussi. Alex Dandonneau. Oui. Alex Dandonneau, c'est le frère de Mathieu. Il nous a fait de la recherche de joueurs. Il connaissait les joueurs de la Ligue. Il en a appelé plusieurs. Puis c'est comme ça qu'on a eu des joueurs avec nous. Je pense bien que c'est lui. Je ne vais pas faire une faute de mémoire, là, mais... Parce que je dis Alex parce qu'Alex a fait les chorégraphies sur Béliveau. Puis j'ai vu son nom au générique de ton film aussi. Ouais. Mais c'est peut-être pas lui qui l'a fait pour ce film-là, mais je sais qu'il était là en tous les cas. Il n'y a pas dans les génériques, il n'y a pas quelque chose qui dit coach de. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Il faudra le vérifier. Parce que je pense qu'Alex a peut-être fait aussi de la figuration. En tous les cas, c'est comme ça qu'ils ont rejoint les joueurs. On a eu un chic type qui a vraiment fait une super job de repérage puis de démarchage pour trouver des joueurs qui viendraient jouer parce qu'il fallait un niveau de jeu, hein. Oui. Tu ne peux pas être avec des péouis, là. Ouais. Puis il faut aussi que ça sache jouer. C'est de ça que je parle. Du niveau de jeu. Puis jouer, oui. Oui, moi je dois dire au niveau acting. Il y a tant de choses que ça à faire. Il fallait surtout qu'ils suivent la POC puis qu'ils observent le jeu. Le plus difficile quand tu filmes du hockey, c'est de faire quelque chose qui est déjà fait. Tu recrées une scène. Tu vas compter un but. Fait que le nombre de passes, le hasard, il faut que tu recrées l'illusion du hasard, l'illusion de l'arrêt ou non du gardien qui doit lever le gant, mais la puck passe en dessous. Ouais. C'est très difficile. C'est plus difficile que de jouer sans scénario. Là, tu dis au gars, là, patiner puis scorer des buts, là. Mais là, il faut que tu sois au bon endroit sur la glace, que tu sois sur la passe, que tu n'aies pas l'air de faker le fait que tu donnes un check. Ouais. Tout ça doit être... Et ça, chorégraphier ça, c'était pas évident. Ah oui, c'est difficile pour que ça ait l'air naturel, spontané. C'est ça, Sean Avery, à ce moment-là, il n'était pas encore établi comme joueur de la Ligue nationale. Il l'a été plus tard. C'est ça, il aime beaucoup le spotlight. Il a même fait du mannequinat, je pense, après sa carrière. Bref, il a joué dans un film récent, dans un film des dernières années, qui est allé aux Oscars. C'est un énorme film. Tu veux que je donne le titre? Est-ce que ça dit quelque chose? Mais c'est impossible parce qu'il y a une micro-scène, mais je pense qu'il y a quand même du dialogue dans la scène, étonnamment. Il a joué dans Oppenheimer. Eh bien. Il y a un lien entre ton film et Oppenheimer, crois-le ou pas, et ça, c'est Sean Avery. 2 secondes de Sean Avery. Il joue Qu'est-ce qu'il joue? Il joue une scène où... des gars autour de la table. Je pense que c'est la scène où il s'apprête à tester pour la première fois dans un champ, je sais pas trop quoi, la bombe. Quel film magnifique, hein? Mais c'est tout un... C'est du gros stock. C'est du gros stock. Comment est-ce qu'il se retrouve là? Par quel... C'est une excellente question. Parce qu'il y en a des acteurs qui veulent être dans un film de Christopher Nolan. Qui paierait cher pour être dans un film de Christopher Nolan. Sean Avery s'est retrouvé dans... ça fait, il y avait aussi Vincent Lecavalier, je pense, qui incarnait Jean Béliveau, si je ne m'abuse. Ça se peut-tu? Oui. Mm-hmm. Et petite histoire, ça, tu as dû l'entendre, il l'a souvent conté en entrevue, Patrice Robitaille, qui incarne Émile Butch-Bouchard. Oui. Tu connais l'anecdote? Oui, je te laisse y aller parce que je suis sûr qu'on pense à la même. Oui. Qui est un fervent de Québec. Oui. C'est un fervent des Nordiques. Absolument. Alors lui, il ne pouvait pas porter le chandail du Canadien. Il dit, je peux faire le film, parce que je l'avais approché. Il dit, mais je peux pas porter le chandail du Canadien. Mais ça va mal. Il dit, je peux porter le chandail des Nordiques. Je dis, mais là, tu me parles de quoi, là, tu sais? T'es-tu acteur ou t'es pas acteur? Oui, c'est ça. Fait que là, on a compris tous les deux qu'il porterait le chandail des Nordiques en dessous du chandail des Canadiens. Voilà. Donc, tout le long du jeu,
il a porté son chandail en dessous. Donc, Pour pas trahir. Le chandail du Canadien n'a jamais touché directement sa peau. Il y avait un chandail des Nordiques en dessous pour rester fidèle à ses allégeances. Oh, on prend une autre petite pause pour que je vous parle d'un autre de nos partenaires et j'ai nommé Destination Hockey. C'est une époque fabuleuse à laquelle on vit. Maurice Richard a pas eu la chance, lui, de jouer en Europe, par exemple, vraiment. Hein? C'était beaucoup Canada, États-Unis à l'époque du Original Six. Eh bien, notre époque est fabuleuse et c'est un rêve qui est possible pour vous, les amis, et qui peut être d'autant plus possible simple. À cause de qui? À cause de Destination Hockey. À cause de qui? À cause de Stade! Non! À cause de Destination Hockey, les amis, qui est une compagnie québécoise qui se spécialise à l'organisation de voyages de hockey, autant entre amis, autant pour des groupes scolaires. Si vous êtes coach d'équipe mineure ou de réseau scolaire, allez voir sur le site. Ils en font plein à l'année longue avec différents calibres. Ils sont experts, spécialisés en la matière. Et si vous êtes juste des amis qui voulaient faire ça pour le plaisir, eh bien, c'est aussi un rêve possible. Des destinations Canada, États-Unis, Europe. Tout est possible. Rendez-vous aux destinations au pluriel avec un S, destinationhockey.ca. Dès maintenant. OK, on retourne à l'épisode. C'est ça, on en a parlé tantôt, mais moi, je ne savais pas que Maurice avait une colonne dans le journal par la voix d'un journaliste où il s'exprimait sur les enjeux de l'époque. Donc ça, c'était bien réel. Oui, c'était vraiment une chronique, je te dirais, sans merci, très abrupte de ce qu'il ressentait, dans la chambre des joueurs, de ce qu'il ressentait comme Canadien français. C'était pas une chronique politique, mais c'est une chronique très certainement sur les injustices sociales de l'époque. D'ailleurs, il est peut-être allé... peut-être, mais il est allé à un moment donné, ce qui a été jugé trop loin, il a dû s'excuser même à la Ligue par rapport à ce qu'il avait dit dans... Il y a même une de ces colonnes où il était tellement... Est-ce que tu la connais, celle-là? Celle où il a dit « laisse le reste vide », là, quand il était fâché. Ouais. Il y a une séquence où il dit le journaliste lui demande qu'est-ce que j'écris pour la suite, il me reste 200 mots, puis il a dit « tu laisseras du blanc ». Je suis trop fâché pour continuer de raccrocher. Puis la colonne est effectivement à moitié pleine. Exact. Le reste est blanc. Même pour ça. Ben oui, il y avait comment tu veux que les Indiens français de l'époque... Québécois qu'on nomme Québécois aujourd'hui, mais ne soit pas tombé en amour avec lui. Ben oui. Mais lui, il incarnait ça malgré lui aussi. Il était juste lui-même, ultimement. Un homme simple. Mais pas simplet, juste un homme. Vraiment pas simplet. Non, il était malin. Exact. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ce film-là, ultimement? Qu'est-ce que tu voulais que les gens, quand ils ressortent de la salle de cinéma, se disent « OK, moi, c'est avec ça que je repars ». Je pense que la qualité la plus grande de ce film-là, c'est de montrer l'intégrité d'un homme. Si on peut partir avec le message que si on va au bout de nos convictions, si on trahit pas notre fond moral, notre éthique, ce sera pas toujours facile, mais on en sortira gagnant. Et je sais pas si on peut dire que Maurice en est sorti gagnant à la longue. Sa vie s'est pas terminée de façon flamboyante, mais sa vie de hockey, il a marqué des points, il a certainement marqué l'imaginaire par justement la colonne qui tenait, les buts qui comptaient, tout le discours d'opposition qu'il avait par rapport à la Ligue et au Canadien de Montréal. Mais je pense que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, surtout... Au moment où le film est sorti en 2005, on n'était pas encore dans le contexte d'aujourd'hui. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce film-là a encore plus de sens pour moi. À une époque où on voit les gens trahir leurs fondements, faire des 180. On n'a qu'à regarder au sud. Les gens mentir, sachant très bien qu'ils mentent. Pourquoi? Pour l'argent, pour le pouvoir. Trahir leur credo les plus intimes, tu sais. Rubio parlait contre Trump il n'y a pas si longtemps. Vance aussi. Tu sais, tous, ils traitaient de clown, de guignol, de tout. Puis maintenant qu'ils sont avec lui, ils le célèbrent comme un génie. Donc, ça, pour moi, c'est des traîtres. C'est vraiment des gens qui n'ont pas de couilles, qui n'ont pas de morale. Et ça, je trouve que c'est important dans nos sociétés. C'est important de mettre ça de l'avant. Puis, je peux pas dire que j'ai été porté par ça. Mais là, tu me poses une question a posteriori. Ce dont je suis le plus content, c'est peut-être de ça. De dire que cet homme-là a vécu selon ses principes, selon ses croyances. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer dans ta vie, Maurice? Non. Jamais? Non.
quand le film est sorti, est-ce que la famille de Maurice t'a donné du... Ils sont venus au visionnement. OK. Pas tous. Il y a un petit peu de... La famille, c'est pas facile dans ces familles célèbres-là. Ouais. Des fois, les rapports familiaux sont difficiles. Mais je pense qu'ils ont rien dit contre le film. Je me souviens pas qu'ils aient dit autre chose que « Ah, c'est bien ». Voilà, donc tu avais le saut d'approbation. Oui. On n'en avait pas besoin. Non, je comprends. Parce que c'est un personnage public. Ouais. Mais par respect pour eux, on leur a montré le film et on les a invités au visionnement. Ça, c'était donc avant la première? Ou Oui. C'est ça. Oui. Donc, c'est un visionnement privé. Parce que Maurice a eu, je pense, 7 enfants, là, ou quelque chose comme ça. Oui, il a eu de nombreux enfants. Oui. Le symbole est très, très fort. Est-ce que tu sais où Maurice est enterré? Bonne question. Je te le demande parce qu'on est dans un rayon relativement... Au cimetière, ici, Côte-des-Neiges? Juste ici, au cimetière Côte-des-Neiges. Puis, à quel endroit? Parce qu'il est immense, ce cimetière. Oui, en fait, ce qui est le fun, c'est que quand tu regardes sur Google Maps, littéralement, ça indique Maurice Richard. Ça te le dit même. Pas vrai? Ouais. OK. Puis sur le site aussi du cimetière, ça te le dit si tu le recherches. Puis un de mes grands-pères est enterré là. Donc, il y a quelques mois, je pense, je passe au cimetière Côte-des-Neiges, puis je vais voir où mon grand-père est enterré. Je dis, oui, okay, et je vois où est Maurice. Donc, je me dis, sur ma sortie, je vais passer par la tombe de Maurice. Et là, on est un dimanche après-midi frisquet. Je veux dire, je vois pas pourquoi quiconque serait au cimetière si c'est pas de venir voir, mettons, la tombe d'un être proche. Et j'arrive à la tombe de Maurice. Et en même temps que j'arrive, il y a un autre gars qui arrive, qui vient prendre une photo. Et en même temps, il y a une auto qui s'arrête. Il y a une jeune fille de 13 ans avec sa mère. Et là, je comprends que c'était l'initiative de la jeune fille de 13 ans qui a dit non, je vais aller voir ça, Et sa mère, regarde, toi, ici, puis tout ça. Puis, et ils ont pris une photo. Et là, ils attendaient que le gars prenne une photo pour eux prendre une photo. Mais je me suis dit, c'est fort pareil. Là. Aïe. C'est fort. Là. On est un dimanche en plein milieu de journée et on est 3 groupes autour de la tombe de Maurice Richard. La jeune fille qui est là est née quoi, en 2013? Ouais. Dans les années 2010. Lui a arrêté de jouer en 60. Il est mort il y a plus que 25 ans. Puis on est quand même peut-être là. une petite fille à lui. Peut-être. Mais je sentais que c'était peut-être une jeune hockeyeuse ou quelqu'un qui avait été mis en contact avec la légende qui s'est dit « wow ». Puis je me dis, c'est quand même incroyable qu'on soit là. Puis c'est tout un coin là, d'une section du cimetière avec des... Je pense qu'il y a une flamme. Puis en tout cas, bref, c'est assez bien... C'est assez gros. Ouais, quand même. Puis je pense qu'il y a tout aussi sa première femme, Lucille, qui était enterrée là. Dont dans le documentaire de Serge, on voit les funérailles qui l'avaient dévasté. Là. Oui, Il est décédé 5 ans. Les larmes aux yeux. 5-6 ans avant lui. Donc non, c'est ça, je pense qu'on tous été enterrés là. Voilà, en tout cas, bref, mais je voulais te le dire parce que je me disais, ça m'avait marqué de dire, hey, on est réunis autour de la tombe de cet homme-là par un jour complètement hasard. Je me dis, mon Dieu, mais combien de monde passe à sa tombe par année à ce moment-là, tu sais. Donc, je trouvais que le symbole était fort. On se rappelle, moi aussi, de la fermeture du forum. Oui. Il y avait la fameuse passation du flambeau des capitaines du Canadien et le moment où c'est Maurice qui a reçu la flamme, ça a été time-out pour... je me souviens plus c'était combien de temps exactement. C'était-tu 10 minutes où les gens étaient debout à applaudir à tout rompre? Ça finissait plus. Maurice, les larmes aux yeux, arrêtez, asseyez-vous. Non, c'est pas fini, Maurice. Plus il demande d'arrêter, plus ça continuait. Je pense que c'était Jean Béliveau, puis Émile Bouchard qui sont venus lever les mains à Maurice en voulant dire non, tu sais, c'est notre idole. Tu sais. Ouais. Et ça, c'est des choses qui ont marqué beaucoup. Là, tu sais, l'élévation de Maurice qui est comme je sais plus quoi dire, là, parce que c'est plus juste long, là, c'est comme... Démesuré, ouais. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est des affaires que tu te dis, wow, c'est pas banal. Unique. C'est exact. Unique. Ouais, il sort de toutes les catégories de... Exact. On a eu des très, très bons joueurs. Là. Complètement. On ne nie pas, mais je pense qu'il les dépasse de
de par son aura, de par son... comme conteur aussi, je veux dire. Je sais pas où il en est, je regarde jamais ces chiffres-là, moi, les grands compteurs. Est-ce qu'il est encore dans le haut de l'histoire de la Ligue nationale ou dans la Ligue nationale, je pense que... Parce que lui, il a fini... Non, mais du Canadien. Du Canadien, ça, parce que je pense qu'il a fini avec moins de 1000 points dans sa carrière. Le Canadien, il y en a eu, je pense que Jean Béliveau et Lafleur ont beaucoup. Il devait être pas loin. Mais la différence, comme tu l'as dit, avec des Jean Béliveau ou des Guy Lafleur qui sont des grands joueurs, c'est que je pense que Maurice, là où il est dans une catégorie pas supérieure, mais différente. À part. C'est que socialement, c'est vraiment... Il incarne quelque chose de plus grand, tu sais, qui, comme tu dis, relié intrinsèquement à un changement de société au Québec. Donc, Puis ce qu'il y a de magnifique là-dedans, c'est que... Puis j'ai eu beau fouiller, mais j'ai rien vu qui tendait à me montrer qu'il avait cherché ça. Il n'a absolument pas cherché ça. Il a vécu ça. Il a été porté par cette vague-là qu'il a initiée tout simplement parce qu'il disait la vérité à une époque où il y avait une oppression réelle. Veux-tu faire ta correction? Donc ça, c'est remarquable, ça aussi. C'est que... Le meilleur héros, c'est celui qui se prend pas pour un héros. Oui, complètement. Je sais pas si tu regardes souvent tes films. C'est quand la dernière fois que tu as vu Maurice Richard, le film? Je regarde pas souvent mes films. Non. Ben, il faut être dans une salle, il faut qu'il y ait une projection, il faut que je sois invité à présenter le film. Je te dirais que ça fait au moins Maurice Richard. 4 ans, 5 ans. OK. Puis, parce que là, je me suis demandé si tu avais invité à quelque part pour les 20 ans l'année passée. Peut-être que tu l'aurais revu dans la dernière année ou quelque chose. Quel est ton regard sur ton film 20 ans ou ça fait peut-être 15-17 ans plus tard, depuis que tu l'as revu? Qu'est-ce que tu dis avec le... Est-ce que tu te dis « Ah non, ça j'aurais fait... Ah non, ça j'aurais pas fait ça. » Tu sais, des fois, on est critique de nos propres trucs. Toi, c'est quoi ton regard sur ton film a posteriori? Tout comme je suis pas nostalgique, je suis pas de regard a posteriori en me disant « J'aurais dû faire ça. » Non, je suis très heureux du film. Je trouve qu'il marche bien. Je trouve que on a réussi à relever les défis qui étaient inhérents à ce genre de tournage-là. À également réussir à donner la vibe d'une idole. Parce que tu vas pas manquer ton coup, là. Hein? Tu vas pas avoir un petit Maurice. Non, mais il faut que ce soit plus grand que nature à l'écran aussi. Comme Séraphin, il fallait que ce soit plus grand que nature, tu sais. J'avais dit à ma blonde, si je rate Séraphin, on déménage, tu sais. Je pourrais pas survivre à ça. Il y a des films aussi qui cherchent à parler du pays ou de notre réalité que tu peux pas. D'autant que je suis pas québécois de naissance. T'es né à quel endroit? Moi, je le sais, mais pour que toi, tu le dises. En Belgique. Oui, en Belgique. Ouais. Est-ce que c'est tes parents étaient belges ou... Oui. OK, c'est ça. Mes parents étaient belges. Qu'est-ce qui vous a amené à... Mon père est venu ici en 56 parce que après le traité de Varsovie, les pays de l'Est commencent à être occupés par la Russie. Lui, il a fait 5 ans de captivité déjà sur le territoire allemand, près de Hambourg, prisonnier de guerre. Donc, il se dit de 21 à 26 ans, quand même. C'est des années qui lui ont été volées. Donc, à 32 ans, il dit non, je refais pas ça. Donc, on va s'en aller quelque part où c'est tranquille. On vient au Canada pour 6 mois. Puis, finalement, il décide de rester. Wow. Donc, je suis venu ici en bateau. C'est d'ailleurs dans mon Wikipédia. T'es venu en bateau? Ben oui. Il n'y a pas d'avion à ce moment-là. T'avais quel âge à ce moment-là? 7 ans. Est-ce que tu t'en souviens? Très bien. Ah ouais, hein? Très, très bien. Je me souviens de l'estuaire, du fleuve, de la grandeur du pays. J'ai tout de suite aimé le pays de cœur. Et je l'ai voyagé aussi beaucoup de cœur. Puis comment tes parents ont trouvé ça? C'est difficile. Ma mère. Mon père, lui, était heureux d'avoir quitté, d'avoir finalement pris une décision qui le protégerait. Parce que ça a encore bougé. Il y a eu la guerre froide, il y a eu beaucoup de... On faisait, à l'époque même, on recommençait à faire des caves avec des conserves, des armes, la radio, les batteries, puis tout ça. Il a dit non, pas ça, plus ça. Donc lui, il était content d'être venu ici, puis il n'y avait pas une grosse famille. Mais ma mère avait perdu sa famille, puis il y avait 5 frères et sœurs chez lesquels on se retrouvait, la grand-mère
qui était le centre de gravité. Donc, on était 18 enfants d'après-guerre. Donc, une grosse malade cousin-cousine. Et donc, ma mère arrive d'une Europe comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle tombe ici avec Steinberg, puis laitue iceberg, du café en poudre. Seule, avec le téléphone souterrain, le câble souterrain, qui coûtait 100 pièces la minute ou 100 pièces les 3 minutes à l'époque. Ouf. Une affaire de fou. Puis t'entendais rien. Tu disais « Allô, 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 allô. Comment tu vas? Va. » Ah, mon Dieu. Puis là, tout le monde s'arrachait. Tellement ça coûtait cher. Ouais, Les gens s'arrachaient l'appareil, puis t'entendais rien. Puis ça fait qu'il y a un gros chagrin pour elle que j'ai vu. J'ai vu une femme très, très abîmée par cette immigration-là. Puis toi, t'avais-tu des frères et sœurs? J'avais une sœur. OK. Puis vous êtes devenus, j'imagine, québécois dans le temps de le dire. Moi, je suis devenu. Ma sœur, un petit peu moins. Ah, OK. Elle a gardé une petite réserve. Elle avait 1 an de plus que moi. Elle avait 8 ans et demi. Puis elle a vécu ça plus comme quelque chose qui avait été arraché. Alors que moi, j'ai vécu ça comme un bonheur total. Parce que j'avais vécu... Bon, la Belgique, c'est pas un climat très drôle. Il pleut tout le temps. Ma sœur habite à Leuven. Ah oui? Ma sœur, Leuven, et non Louvain. pas Louvain-la-Neuve. Ah, OK. Parce qu'il y a Louvain-la-Neuve, c'est la partie francophone, elle est dans la partie flamande. OK. Ouais. D'où Leuven. Oui, ouais, exact. Mais oui, c'est ça, la pluie, tu disais. La pluie, le temps maussade, etc. Ils mangent beaucoup de sucre pour compenser. Mais non, moi, je découvrais un pays vierge pour moi. Et je me suis complètement investi en voyage. J'ai tout de suite été sur la Côte-Nord, à Shefferville, j'ai fait la Gaspésie. Je veux dire, j'ai vraiment voyagé beaucoup pour connaître, goûter à ce pays-là, la Basse-Côte-Nord. Est-ce que tes parents et ta sœur sont restés ici? Oui, ils sont restés. Ma sœur est encore là. Toute leur vie? Tes parents sont restés ici jusqu'à la fin? leur mort, oui. Wow. Ils sont enterrés ici? Ou... Ils sont enterrés ici. Ah, donc ça a vraiment devenu... En fait, ils ont des cendres au cimetière. Côte-des-Neiges? Peut-être pas loin de Maurice. Tiens, j'allais le dire. Au début, j'allais le dire à la blague, mais ils sont vraiment au cimetière Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges. Ah. Est-ce que ça a teinté ton regard aussi de... Tu sais, parce que Maurice étant le symbole québécois ultime, pour toi qui est pas né ici, mais qui est arrivé ici, puis ce que ça représente pour toi être québécois, est-ce que ça a teinté ton regard, cette histoire-là d'être né en Belgique? Je sais pas comment l'exprimer, mais ouais. Ben, c'est étrange parce que je me sens pas belge, je me sens pas immigrant, je me sens... Ben non, c'est ça. Que je me sens québécois pur laine, c'est bizarre à dire parce que je suis pas né ici, mais je pense qu'il faut pas être né nécessairement, il faut choisir. Complètement. Puis moi, j'ai vraiment choisi le Québec. Je connais les expressions du Québec que beaucoup de Québécois connaissent pas. Ah oui, comme quoi? Je t'en donne une. Dis-moi ça. Tu parles d'un médecin. Il est parti guetter les ours. Oui, mais pas... Ça, j'ai déjà entendu ça. Parce que mon grand-père était médecin en région. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que des ours... C'est parce que j'ai entendu des fois des gens dire des ours en parlant des ours, mais là, c'est pas ça. T'es pas loin. Mais ça n'a rien à voir avec la chasse. Non, c'est ça. Je donne un bon truc. Non, vas-y, je t'écoute. C'est parti au chevet d'une femme qui va accoucher. Ah. Les ours et les bébés. Ah, OK, les ours. Oui, il est parti guetter les ours. Bon, toi, ça... J'ai validé ça avec Antonine Maillet, parce que Antonine avait été approchée pour faire le scénario de Séraphin. Ça n'a pas marché finalement, mais j'ai eu l'occasion de la fréquenter un peu, puis j'ai posé des questions sur des... Parce que les gens à qui je disais « Non, c'est pas québécois », j'ai jamais entendu ça. C'est vrai, c'est québécois. Moi, puis elle me l'a confirmé. Elle est d'Acadie, mais elle connaît le répertoire québécois aussi, du langage populaire. Là. Ah oui. En plus, ironiquement, toi, t'es venu d'Europe à 7 ans, mais t'es retourné... t'as habité en Angleterre plusieurs années. Oui, 3 ans. Quand t'as commencé ta carrière pour... J'ai pas commencé ma carrière là, mais j'ai fait une... Je te parlais tout à l'heure du fait que les cinéastes de l'ONF avaient débarqué dans le privé. Oui. Puis que moi, j'arrivais pas à rentrer en fiction. Oui. Alors que j'avais quand même, à ce moment-là, 15 ans de métier. Je faisais de la pub. Oui. De la pub, du documentaire, de la pub, documentaire. La pub permet de gagner sa vie aussi. Puis je voulais, c'est ça. Ben, très bien. Puis j'ai appris beaucoup aussi. Mais à un moment donné, je me suis dit, ah non, j'ai fait le tour. Je pense que je suis rendu à
à ma capacité de survie en pub, parce que c'est toujours le plus jeune, plus fou, Oui, pour oui. faire danser des bougalous. Puis ça faisait quand même quelques années que j'étais là. Puis j'avais servi des grosses boîtes comme Cossette, etc., pendant des années. Donc, je me dis, hop, ils vont me remplacer à un moment donné. Puis j'ai regardé à New York, LA, puis Londres. J'ai fait venir des bobines. Puis je me suis dit, je vais aller relaxer là en attendant que mon temps soit venu pour le long métrage. J'ai eu la chance d'avoir une publicité à Londres pour Coca-Cola avec Max Headroom. C'est qui, Tu connais Max Headroom? Non? C'est un personnage plastifié complètement. Qui, avec les cheveux, tout était plastique. Puis, tu le dis, puis j'ai une image en tête. ouais, c'est peut-être celle-là. tu iras fouiller ça. C'est un personnage vraiment intéressant. Puis, il buvait du coke. bien On tourne à Londres. Pour les effets spéciaux, de maquillage, tout ça, ça prenait 5 heures à monter son visage. Et donc, je suis à Londres. Et pendant que je suis à Londres, je vais voir des producteurs. Puis, j'arrive avec ma cassette. Puis, il y a une boîte, le fun, vraiment edgy, qui me dit, on te prend. Puis je suis revenu à Montréal, j'ai pacté mes affaires, puis je suis parti. En sachant pas combien de temps je resterais là. Puis finalement, je suis resté 3 ans, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des appels à Londres pour venir faire un téléfilm à Montréal. Parce que là, j'ai refait mes valises dans l'autre sens. Je suis venu faire le téléfilm, puis ça a démarré ma présence dans la fiction. Dans le long. De tous tes longs métrages de fiction, quelqu'un qui nous écoute qui dit je connais pas nécessairement bien ton œuvre, ton cursus, par où tu voudrais que les gens rentrent? Par quelle porte, selon toi, est le premier film de Charles Binamé que quelqu'un devrait regarder? C'est difficile à dire parce que ça dépend vraiment des intérêts des gens. Ils ont tous une couleur. Ce que je conseille aux immigrants, par exemple, c'est Maurice Richard. Ah, ça, c'est intéressant. Je dis là, je voulais connaître le Québec, là, où on est aujourd'hui et pourquoi, Maurice Richard. Pour le reste, j'ai des préférés, mais c'est pas ceux qu'on pense. C'est lesquels tu vas vouloir le savoir. Moi, j'aime beaucoup Le Piège américain. Avec Rémi Girard. Avec Rémi. Ouais. C'est un film qui a eu de la difficulté à s'imposer parce que c'est un film nord-américain. C'est pas un film québécois. C'était produit par... C'était produit par... Parce que c'était pas fait... Par Fabienne Larouche. OK, c'est ça. Et Michel, son mari. Puis ça, c'est un film... C'est elle qui l'a écrit. OK, c'est Fabienne qui l'a écrit. Très, très beau scénario. Un des très bons scénarios que j'ai lu et que j'ai tourné. Très solide, très recherché, beaucoup de recherche. C'est vraiment une époque. Puis on a mis en scène cette époque-là où Lucien Rivard... C'était quoi le synopsis pour nous rappeler? La prémisse du film du Piège américain, c'est un personnage qui s'appelle Lucien Rivard qui baigne dans la mafia nord-américaine. Trafic de dope. Est-ce que c'est une fiction ou c'est inspiré d'un... C'est inspiré d'un personnage réel. OK. J'étais assis dans la cuisine de Lucien Rivard avec sa femme. Ah, bon. Sur l'île de Laval, ici à Montréal. OK, donc... C'est un personnage réel. Ouais. Qui a trempé dans du gros louche, évidemment. Ça fait de la prison. Et tout le film tournait autour de l'assassinat de Kennedy. On essayait de comprendre ce qui avait mené, qui était Oswald, dans quoi il avait baigné, qu'est-ce qui était Cuba à cette époque-là, la fin du régime, l'arrivée de Castro. Donc, tout un mouvement sociopolitique à ce moment-là, dans lequel mouvement Lucien Rivard se trouve barouetté. Et là, on va visiter Oswald, on va visiter les prisons de Cuba. On va voir toutes les magouilles qui entourent ça. Et la prémisse, c'est que on cherche peut-être dans une mauvaise direction quand on cherche où on cherche par rapport à l'assassinat de Kennedy. Et que Lucien Rivard aurait été mêlé à ça de près ou de loin. On ne dit pas que c'est lui qui a tiré dessus, on ne dit pas ça, mais disons qu'il y a comme un voyage autour de ce groupe-là au Québec et au Texas, à Laredo et à Cuba, qui fait en sorte qu'il y a des accointances, en tout cas, qui sont questionnées.
dont je ne peux pas dire plus parce que je ne sais pas. Ouais. C'est une hypothèse de toute façon. Mais c'était un scénario qui était vraiment bien écrit. Je te conseille de le voir, ce film-là. C'est un film qui est vraiment cool. On a tourné en Louisiane. On a tourné dans des prisons infectes. Les gens sont enfermés 23 heures sur 24, qui ont été inondés à l'époque en Louisiane de l'inondation. Ils ont été libérés, il y avait le nez dans l'eau jusque-là, plafond, l'eau, il n'y a plus de place. Les gardiens ont été libérés. En tout cas, des lieux assez sordides. Et c'est un film qui a une espèce d'humeur extrêmement réaliste et extrêmement dramatique. On l'a fait avec beaucoup d'intégrité, autant qu'on pouvait, en termes de jeu, location, investissement, etc. Puis je trouve, honnêtement, que c'est un scénario formidable de Fabienne Larouche. Donc, on comprend que le film n'a pas eu a pas été chercher les gens autant que vous l'espériez, peut-être? Ou aller chercher le... Peut-être que c'est un film qui verra son destin se réaliser dans quelques années quand on aura dépassé la politiscaillerie, si tu veux, du cinéma. Je comprends. Peut-être que c'est un film qui va prendre une deuxième vie. Exactement. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive. J'avais reçu à ce micro aussi Jean-Claude Laure il y a plusieurs années, parce que Jean-Claude est aujourd'hui décédé, puis on avait parlé de Parlez-moi d'amour, qui est son film qui, à l'époque, avait été retiré des salles immédiatement. Puis, comme ça arrive souvent, a sauté une génération pour devenir un film culte dans la génération suivante. Puis, aujourd'hui, c'est une comédie noire qui est très connue. Ben, pas très connue, c'est pas vrai, pas au sens connu, mais extrêmement culte pour les gens qui la connaissent. Moi, ça me fait pleurer de rire. Ben, écoute, moi, je vais te conseiller d'être le promoteur de ce film-là comme film culte. Piège américain. Piège américain. Moi, je vais aller le voir, puis je vous en reparle. Pour le début du nouveau quart de siècle. Ah, on va aller le voir, puis je vous en donne des nouvelles. Rémi Girard tient le rôle principal. Oui. Et Rémi participe à Maurice Richard. Oui. Même que tu ne le mets pas juste dans son nom au début, tu marques avec la participation spéciale de Rémi Girard, qui joue le barbier. Oui. Qui est excellent, évidemment, dans ce rôle-là. Maurice Richard avait une soif de vivre insatiable. Et oui, c'est le meilleur lien de tous les temps vers notre commanditaire Be-High. Oui, Be-High. Une boisson sportive québécoise, sucrée entièrement au sucre d'érable, seulement que 10 grammes de sucre par bouteille. Encore là, vous pouvez acheter ça en poudre et faire votre propre mélange. En tous les cas, si vous le faites, faites-le à rabais, les amis, avec le code DST15. Vous avez 15% de rabais sur tout ce qui est sur le Be-High.ca, DST15, BeHigh.ca. On retourne à l'épisode. On parlait de réception de public. Quel est ton souvenir de la réception du public du film de Maurice Richard? Extraordinaire. Je me vois encore sur la scène de l'Impérial. L'Impérial. Sous les applaudissements nourris et très étrange pour les réalisateurs. Les acteurs connaissent ça, les applaudissements, mais comme réalisateur, on ne vit pas ça souvent. Je l'ai vécu quelques fois, j'ai eu cette chance-là, mais c'est un crépitement qui est vraiment... c'est comme des feux de Bengale, tu sais, à l'intérieur. Là, l'impression que tu as, c'est vraiment formidable. Puis ça durait, puis ça durait, puis ça durait. Puis c'est comme les gens avaient vraiment beaucoup répondu à tout le tonus émotif du film. Ça, c'est la première, mais même en salle, en général. En salle, oui, mais j'étais là. Moi, je suis mes films en salle, souvent. Je vais voir les projections, la qualité de la projection. Ouais. Parce que c'est pas toujours... la lampe est des fois un peu fatiguée, des fois elle vibre un peu. Toi, tu passes un temps fou à coloriser, à colorer, etc. Donc, pour faire un truc qui se tient, puis si tu veux lâcher un petit coup de fil au propriétaire de salle pour dire, là, il faudrait que tu changes ta lampe. Là, mais donc, je vois les gens sortir ou les gens m'approchent. Puis à cette époque-là, je me faisais souvent arrêter sur la rue, dans les magasins. Là, moins, parce que j'ai pas tourné de film populaire depuis longtemps, depuis 2005. 2005, 2005. 2010. J'ai quand même tourné plus tard que ça, mais j'étais à Toronto pendant plusieurs années aussi. Donc, je me fais moins reconnaître maintenant, mais encore que ça arrive. Tu as tourné avec Xavier Dolan, Elephant Song, dans les années 2010. Donc, ça, peut-être les gens ont vu ça plus récemment. Un très beau film aussi que j'ai beaucoup aimé faire. Un film intriguant, l'as-tu vu?
Non, je l'ai pas vu. Je sais qu'il t'as pas vu mes films? Mais non, mais je dis pas ça. T'as juste vu Maurice. Je savais tu t'intéresses juste à ton affaire. je savais que si je regardais tout, on aurait eu besoin de 6 heures. Je me dis, il faut que je me limite. Mais je sais que... Mais c'est à voir. Ça, c'est un très bon scénario aussi. Parce que c'est en anglais, là, pour ceux qui Nicolas Billon, oui, c'est en anglais. Et Xavier joue en anglais. Oui, là-dedans. parle parfaitement anglais. Oui, il avait pris des cours, je pense qu'il avait souvent dit quand il était jeune, pour pas avoir d'accent québécois en anglais. Comment tu as trouvé ça de diriger comme acteur un fellow réalisateur qui est encore plus connu comme réalisateur que comme acteur? Comment tu as trouvé ce rapport-là avec Xavier? Facile. Ouais. Facile. Il n'y a jamais... on s'est rencontrés plusieurs fois avant. Puis la première rencontre que j'ai eue avec lui, j'ai dit, bon, il y a un seul réalisateur, on se comprend sur le plateau, c'est moi. J'ai dit, oui, non, il n'y a pas de problème. Moi, je t'écoute, je t'obéis. Puis il n'a jamais fait d'histoire, il n'a jamais essayé de me dire quoi faire. Même qu'il nous regardait travailler, puis il regardait moi, ça faisait quand même plusieurs films qu'on faisait ensemble. Puis il disait, hey, c'est cool, cette affaire-là, j'apprends, tu sais. Mais c'est un gars assez génial, là. Je pense pas que je lui ai appris grand-chose. Il y a beaucoup d'instinct, puis il y a beaucoup de... C'est un type extrêmement créatif. Qu'est-ce que tu penses de son cinéma à lui, de ses films, en tant que... Ils sont inégaux, comme les meilleurs cinéastes, parce qu'il prend des risques. Donc, on a tous aimé J'ai tué ma mère. Et les quelques films qui ont entouré cette sortie-là d'un premier film, vraiment spectaculaire. J'ai moins aimé son film américain. Ouais, John F. Ouais, je pense qu'il s'est perdu. Je pense que lui-même ne l'a pas aimé parce que j'entendais des entrevues, puis c'est peut-être le seul film de lui que j'ai pas vu parce que mon impression, c'est qu'il voulait pas qu'on le voie. Non, je le sens pas très content de ça, puis c'est correct que ça arrive. Il s'est perdu, je pense, il s'est perdu dans l'argent, peut-être. Je sais pas dans quoi il s'est perdu, mais il s'est perdu dans... Tu sais, c'est dur quand tu commences une carrière aussi jeune que ça, avec le succès qu'il a eu. À Cannes, à répétition, avec des prix, etc. Ouais. Laurence Anyways. Beaucoup d'excellents films. Ça se peut que ça te monte à la tête, puis que tu fasses une connerie à un moment donné, que tu te dis, OK, c'est l'argent, j'ai besoin de plus d'argent, puis peut-être de négliger le scénario. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais où il est arrivé à bout d'inspiration dans cette veine-là. Mais je crains pas pour lui. Hein. Et non, c'est un gars formidable, c'est un gars extrêmement attachant. Tu es en train de préparer son prochain, je pense, en France. Donc, bravo. J'ai hâte de le voir. Il a juste 35-36 ans. Là, quand non, c'est un gars hors norme. Je veux juste mentionner que tu as dit précédemment que tu as commencé à faire de la fiction à 40 ans et que Xavier a la carrière qu'il a en ce moment avant 40 ans. Donc, tout est encore possible. Pour rapper sur Maurice, presque 600 000 spectateurs l'avaient vu en salle, de ce que j'ai lu. C'est énorme. 9 prix génie, dont meilleur acteur. Au niveau des Jutras, vous avez eu la malédiction d'être la même année que Crazy, qui avait tout raflé. Oui. Vous êtes Crazy, c'est vraiment, vous êtes tombé sur une année qui arrive pas à chaque année. Donc voilà, pour la réception du film. J'ai mentionné Séraphin, j'ai mentionné ça. Le dernier truc que je n'avais pas mentionné, c'était que tu as fait un documentaire sur Gilles Carle. Oui. Tu l'as mentionné plus tôt. Lui, j'ai essayé de le voir, mais j'ai jamais été hâte de le trouver en ligne. C'est ça que... Puis là, puis ça, on en parle souvent, c'est le drame de beaucoup du cinéma québécois. C'est dramatique. Certains de tes films sont sur Apple, certains sont sur... Mettons, tu vois Maurice Richard sur Crave. Gilles Carle, j'ai dû passer 20 minutes à chercher en ligne à des trucs que j'ai jamais réussi à le trouver. Donc, ce qui m'intéressait, tu l'as fait sur ces dernières années. Quel est ton rapport à Gilles Carle aussi? Qu'est-ce que tu voulais communiquer avec ce film? Mon rapport à Gilles Carle, c'était spécial, ce film-là, parce que c'est Chloé qui m'avait demandé... Sa femme. Chloé Sainte-Marie, qui m'avait demandé de tourner son dernier long-métrage qu'il ne pourrait pas tourner, qu'il avait écrit, qu'il ne pourrait pas tourner. Puis là, j'ai dit, j'ai lu le scénario, c'est du Gilles Carle tout craché, c'est Carole Laure sur un piano à queue sur le fleuve, dans les glaces, enfin, tu vois le truc. C'est un univers, j'adore le film, le cinéma de Gilles Carle, je trouve qu'il y a un imaginaire que moi, j'ai pas. Et donc, parce que j'ai pas son imaginaire, je peux pas faire un film à Gilles Carle. Je peux commencer à pasticher Gilles Carle, à parodier Gilles Carle, c'est d'imiter Gilles Carle. Donc, je dis... Non, je ne peux pas le faire. Mais, à cause du sujet, le sujet, c'était...
il se mettait en scène, lui, comme un personnage, avec sa fille, qui est dans la réalité Chloé Sainte-Marie, dans la réalité, mais c'était pas son rapport à sa fille, là. C'était son amoureuse. Et il se met en scène comme personnage mourant. Il est dans une institution. C'est... le titre, c'est Mona McGill et son vieux père malade. Et Mona McGill va aller voler le vieux père dans une institution en route pour l'île verte, où ils avaient une maison. Et elle va l'amener à l'île verte. Et ils vont vivre quelques jours là avant qu'ils choisissent de mourir, de pénétrer l'étang qui était juste derrière leur maison et de sombrer et d'y mourir. Donc, c'est une espèce de film poétique. Gilles était en fin de vie aussi à ce moment-là. Il était en fin de vie, il était avec un Parkinson très avancé. Exact. Donc, il était extrêmement conscient de son environnement, mais il ne pouvait plus communiquer. Avec Chloé, il réussissait à communiquer, elle devinait, elle lui disait ce qu'il pensait, elle devinait, puis il faisait un signe de tête, donc il se suivait comme ça. Il y avait tout un code entre eux. Et de temps en temps, il pouvait lâcher une phrase, puis si tu étais assez habile, tu la comprenais, puis elle la répétait, puis on comprenait ce que Gilles avait voulu dire. Mais on était dans probablement 3 ans avant sa mort, à ce moment-là. OK. 3 ans. Et donc, ce que j'ai dit à Chloé, j'ai dit, Cœur, moi, je ne ferai pas le long-métrage, mais je peux faire un documentaire sur toi et Gilles par le truchement de cette histoire-là, où je mets Gilles en scène comme le vieux père malade et toi comme Mona McGill. Et donc, on a reconstitué des scènes où il monte en Gaspésie et conduit le truck, qui est assis à côté dans la chaise roulante, et elle jase, et il parle, et on parle du fleuve, et on parle de Kamouraska, on parle de la mythologie du fleuve. Et il y a des didascalies dans le film. Les didascalies, c'est ce qui explique... Les indications. Les indications de scène. Et j'ai été chercher un des frères, comment il s'appelle... les 2 frères qui ont joué dans La vraie nature de Bernadette. Les frères... mais pas Sabourin, là. Non. L'autre, pas Pilon. Pilon. Oui, voilà. Les frères Pilon. Donc, j'ai été chercher le frère Pilon, qui était pour moi typique de l'accent dans lequel on baigne, et je lui ai demandé de lire les didascalies. Donc, c'est comme si on est dans une mise en abîme, on est dans un film, puis en même temps, on plonge dans un récit. Ouais. Et je me sers des images de Gilles en chaise roulante, près de l'étang, à un moment donné, pour parler de la mort. À un moment donné, elle lit un livre en hélicoptère autour du phare de l'île. J'avais commandé un hélicoptère, était dedans, je la filmais autour du phare de l'île. Donc, je la mets en scène un peu comme le personnage, et lui aussi. Et ça fait un film, dans le fond, qui tournait beaucoup à l'île verte, reçoit des amis, du monde, des chanteurs, il y a de la musique. Oui, je ne sais pas si tu as revu récemment, mais c'est quelque chose qui a pris un autre sens. À un moment donné, on voit une scène, je pense que je l'ai vu dans ce que j'ai trouvé en ligne, des extraits, où il chante de la musique autour de Gilles, tu sais, qui est assis. Et à un moment donné, je dis, est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est la personne que je pense que c'est? Un jeune Louis-Jean Cormier. Oui. Ça m'a pris 3 secondes de faire. C'est-tu Louis-Jean? Mais Louis-Jean, là, on parle de 2004-2005. Ça fait 20 ans, donc, mais avec sa voix, son thème de voix, on le reconnaît, qui était déjà dans l'environnement. Oui. Donc, on le voit là-dedans. Gilles Carle, pour toi, qu'est-ce qu'on lui doit, Gilles Carle, le cinéma québécois, le Québec? Qu'est-ce qu'on doit? On lui doit un imaginaire extrêmement québécois, du terroir, un imaginaire ludique, sexy. Tu sais, il est inscrit vraiment, il sent la terre québécoise pour moi. Tu sais, justement, je parlais tout à l'heure de l'âge de la machine. C'est un film magnifique, il faut que tu vois. Va sur le site de l'ONF, tu vas le trouver, il est gratuit. Oui, ouais. Tu peux le downloader facilement. C'est des films qui inscrivent quelque chose d'indigène, qui parle du bûcheron, qui parle de la prostituée, qui parle de l'arrivée, justement, l'âge de la machine, c'est la machine à écrire qui arrive dans un monde de la poésie, du jeune Arcan à ce moment-là, du jeune acteur Arcan qui est le héros du film. Gabriel. Gabriel, oui. Tout un autre. Donc, on est comme
dans quelque chose qui, moi, me touche énormément et qui me parle beaucoup. De cette espèce de poésie indigène, intrinsèque, indienne. Tu sais, il touche à toutes sortes de dimensions. Il va visiter le bonhomme Paradis dans Maria Chapdelaine. Tu sais, il fait une espèce d'inventaire à travers tous ses films de espèce de pas de coureur des bois, mais quelque chose qui ressemble à ça, qui fait penser à ça aussi, tu sais, qui s'est établi comme bûcheron, qui s'est établi comme curé, qui s'est établi comme, tu sais, alors avec des différences. Dans les mœurs québécoises pures, là. Oui, c'est ça. Pour ceux qui se demandent, c'est sur le site de l'ONF, on parle de l'œuvre de Gilles Carle. Le documentaire, lui, en question, le tien, avait gagné même le Jutra du meilleur documentaire. C'est pour ça que je me dis, mon Dieu, est-ce que tu penses qu'un jour, il va être accessible sur une plateforme? Peut-être que je te l'ai appris aussi. Ça, c'est tout un discours qu'il faut qu'on... plus gros qui prendrait du temps à dire, mais c'est un peu l'enfer parce que les films sont bloqués pendant 25 ans. Donc, les distributeurs les bloquent par les distributeurs. Les distributeurs? Oui, qui, eux, veulent faire un maximum d'argent sur le film. Mais tu sais, les derniers 20 ans du film, moi, je reçois des cachets d'Europe, là, si le film passe en Europe ou même des passes à Radio-Canada, c'est dans des bouquets. Je reçois 40 pièces pour un long métrage. C'est pas là qu'on fait son argent. Ils vendent ça dans des... Donc, c'est bloqué. Eldorado vient juste d'être débloqué. Puis Éléphant, Pélado, qui est derrière Éléphant, qui restaure des films québécois, vient de restaurer le film. Et donc, on a eu une première l'an dernier du film restauré 25 ans plus tard. 27 si tu comptes. OK, 25 les contrats. Après ça, on met la restauration en marche, on revisite les contrats pendant 3 ans. Donc, 28 ans, en fait, plus tard. Mais oui, parce que c'est pas 30. C'est ça que j'allais dire, parce que je pense que tu as même mis 90, donc tu serais pas plus proche du 30. Quand on a commencé, Charles, tu te demandais si on était capable de faire 1 heure, puis ça fait 1 heure presque 40. C'est pas vrai? Oui. OK. Donc, la réponse, c'est oui. On avait assez de choses. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées ou des trucs par rapport au temps à Maurice ou à quoi que ce soit que tu t'es dit que tu voulais mentionner, mais en tous les cas. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as un bon regard puis tu connais ton sujet. C'est très gentil. Merci à toi d'avoir pris le temps de venir faire le podcast d'un gars que tu connaissais pas et surtout... Ça me fait vraiment plaisir. Ton premier podcast. Mon premier podcast. À vie. Tout neuf. T'as-tu des petits-enfants? T'as-tu j'allais dire, si t'as des enfants, des petits-enfants, j'allais dire, tu peux leur dire, j'ai fait un podcast. Non, mais je viens juste d'avoir une photo d'une échographie de mon fils. Pour dans 7 mois, là. Mais wow. Donc, ce serait mon premier. Félicitations. Tu pourrais leur dire, tu pourrais dire à ton fils, hey, j'ai fait un podcast. Il va dire, quoi? Un pod quoi? Merci, Charles. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Enchanté. Voilà, c'était ma rencontre avec Charles Binamé. Soyez curieux, allez découvrir sa filmographie, que ce soit Eldorado, Le Piège américain, Maurice Richard, le revisionner, ça vous tente. Tout est possible, les amis. Au passage, je tiens à remercier tous les amis de Dread sur le Tape en général, que ce soit les patrons, vous-même, mais également ceux qui travaillent dans l'ombre. Et j'ai nommé Jordan Chouanière au montage, Amelia McGuire Saint-Onge au booking, Maddie Blanchard aux posts de réseaux sociaux, Fred Lovac au jingle, aux transitions musicales et également Producer Tom. Je vous rappelle, les amis, plus que quelques instants pour vous acheter vos billets pour mon spectacle. Ça achève cette petite tournée-là. Ça sera pas long. Passez une magnifique semaine et on se revoit la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de la saison 10 de Dread sur le Tape. OK, bye-bye now.